En direct de Montréal, voici Mon Carnet avec Bruno Guglielminetti. Bonjour, bonsoir, au microphone Bruno Guglielminetti. Bienvenue à cette nouvelle édition de Mon Carnet. C'est l'édition du vendredi 22 août 2025. Cette semaine, on aborde le numérique sous plusieurs angles. On va parler médias, connectivité, intelligence artificielle, jeux vidéo, balado, design, autant de thèmes qui montrent à quel point la technologie façonne déjà notre quotidien. On va commencer avec Florent Daudin, responsable de la presse chez Hugging Face et enseignant en journalisme numérique. On parle avec lui de l'impact de l'IA dans les salles de rédaction, des nouveaux outils et des compétences qu'il faut désormais maîtriser pour exercer le métier de journaliste. Ensuite, on parlera de télécommunications avec Bernard Bureau de TELUS qui va nous expliquer le potentiel du Direct-to-Device, une technologie qui connecte directement nos téléphones intelligents aux satellites, de quoi changer la donne pour les Canadiens en région éloignée. Et pendant que je parle de TELUS, j'en profite pour les remercier de soutenir la production de Mon Carnet cette semaine. On va parler avec une entreprise de ressources humaines qui a développé elle-même sa propre IA interne pour répondre à ses besoins. Pour ça, on va parler avec Guillaume Roy, cofondateur de Workleap, qui va nous présenter leur Workleap AI. Je vais vous présenter ensuite une rencontre avec Radia Kazouri, une doctorante en informatique spécialisée en microélectronique. Alors, elle explore comment l'IA peut être intégrée directement dans les circuits électroniques pour les rendre plus intelligents et autonomes. Vous allez voir, c'est assez fascinant. Alors ensuite, on va aller faire un tour du côté de Toronto, rejoindre Carl-Edwin Michel, qui revient sur l'édition 2025 de Gamescom, qui se tenait en Allemagne. C'est le plus grand salon mondial du jeu vidéo. Stéphane Berthomin est de passage pour décortiquer les grandes tendances de la balado, avec une semaine riche en annonces qui pourraient changer l'équilibre du marché. Stéphane Ricoul réfléchit à ce qu'il appelle l'économie de la délégation, alors que des robots humanoïdes s'annoncent bientôt dans nos foyers. Puis Jean-François Poulain reçoit Cynthia Savard-Saucier de Shopify pour revenir sur la disparition du terme UX des titres de poste chez l'entreprise et ce que ça dit de l'évolution de la discipline et de son rôle dans les projets numériques. Alors voilà, c'est le programme de Mon Carnet cette semaine. Maintenant, vous allez me permettre de saluer 5 auditeurs de Mon Carnet. Salutations toutes particulières à Yvan Hens, Yves Poirier, Martin Thibodeau, Philippe Lapierrière et Diane Gervais. Merci à vous 5, puis merci à vous, que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueillent en ce moment entre vos deux oreilles. À tous, je vous souhaite une excellente écoute. Pour suivre l'actualité numérique, vous pouvez consulter le site moncarnet.com. Vous y trouverez des extraits du podcast hebdomadaire, mais également des articles pour décrypter l'actualité numérique. moncarnet.com. On parle de journalisme et d'intelligence artificielle avec un invité que vous connaissez peut-être pour l'avoir lu au Devoir ou sur LinkedIn. Aujourd'hui, il est responsable de la presse chez Hugging Face et enseigne en journalisme numérique à l'Université de Montréal. Il est devenu au fil des années une référence incontournable pour quiconque s'intéresse à l'impact de l'IA dans les médias. Comment les rédactions s'adaptent, quels nouveaux outils émergent et quelles compétences deviennent essentielles pour les journalistes d'aujourd'hui et de demain? Autant de questions que nous allons aborder avec lui. On le retrouve tout de suite. Bonjour, Florent Daudin. Bonjour, Bruno. Quand tu regardes comment les journalistes et les médias utilisent l'IA aujourd'hui, là, on est bientôt en septembre 2025, qu'est-ce qui te vient en tête? Je pense on s'est beaucoup concentré au début sur la productivité. Donc, c'est-à-dire comment on fait ce qu'on fait déjà, mais mieux ou plus rapidement. Donc, je pense que le premier cas d'utilisation qui vient en tête, c'est la transcription. Il y a beaucoup de rédactions, pas seulement au Québec, au Canada, mais à travers le monde, se sont vraiment concentrées là-dessus, avec beaucoup d'outils, par exemple, pour l'optimisation des titres, le SEO, etc. Là, je sens que de plus en plus, on commence à se concentrer vers quelque chose qui me semble beaucoup plus fondamental au final, qui est qu'est-ce qu'on peut créer comme nouvelles expériences, comme nouveaux produits pour les audiences. Surtout que je pense que les rédactions voient de plus en plus la collision un peu frontale avec les entreprises technologiques qui, elles, ont développé beaucoup des modèles, mais qui, au fil du temps, se sont rendus compte que pour monétiser ces modèles, il fallait développer des produits. Donc, qui dit produit dit contenu, donc
information. Et c'est Oui, là on où y revient. la relation peut être plus compliquée, effectivement. Mais donc, je pense que c'est vraiment là qu'on voit le plus de développement. Et pas que c'est plus compliqué, mais ça va chercher des compétences plus larges, parce que là, il faut aller chercher des gens en produit, en audience, etc. C'est pas seulement technologique. Ça risque d'être intéressant. Et puis après, il y a tout le volet aussi des agents et des protocoles qui se connectent aux agents, qui sont assez intéressants à explorer en ce moment. Mais toi, autant comme formateur, mais aussi pour ton travail chez Hugging Face, tu es en contact avec des journalistes qui utilisent l'IA, qui veulent pousser leur utilisation. Ces gens-là, est-ce que tu les trouves inspirants? Est-ce que tu as l'impression qu'ils sont en train de changer quelque chose? Absolument. Et vraiment, je pense que l'industrie des médias a été malmenée pendant plusieurs années. C'est le énième virage qu'on prend. Mais je pense que ça vient démontrer quelque chose quand même qui est assez important, c'est que par rapport à d'autres industries, par rapport à d'autres corps de métier, et le journalisme est probablement beaucoup mieux équipé pour gérer ces changements-là, pour faire des transitions qui sont massives. Et donc, cette espèce d'agilité, ces réflexes, et un truc essentiel, la curiosité de se dire, ah, ok, ça vient de sortir, et je vais aller l'explorer, etc. Je pense que ça rend les journalistes beaucoup mieux positionnés. Il y a aussi des choses fondamentales et hyper intéressantes qui se font notamment en journalisme d'investigation, en disant, bah, dans le fond, l'accès à l'intelligence artificielle, ça nous donne une échelle à laquelle on ne pouvait pas rêver avant, pour aller chercher l'aiguille dans la botte de foin d'un jeu de 1 milliard de données. Donc ça, vraiment, ça peut changer la donne de façon assez profonde. Donc oui, vraiment, il y a des très très belles initiatives. Puis je pense que tout le monde un peu se relève les manches et est curieux. Après, c'est plus une gradation de est-ce que j'ai le temps de m'intéresser à ça? Est-ce que ma rédaction m'encourage à le faire? Est-ce qu'il y a des experts à l'interne avec qui je peux parler, etc. Est-ce que je fais partie d'un réseau où je peux... Parce que je pense que fondamentalement, la chose que j'entends le plus, ça donne le vertige parce qu'on a l'impression qu'il y a des innovations qui sortent tous les jours, ce qui est vrai. Mhm. Après, faut parfois filtrer un peu le bruit. Est-ce que c'est des innovations fondamentales? Est-ce que c'est une nouvelle option? Ça, c'est parfois plus difficile, effectivement. Comment toi, tu arrives à trouver, à faire le tri entre toute cette information-là? Parce que tu es au cœur de la tempête, là. Je pense qu'il y a deux critères. Le premier, c'est vraiment de regarder d'un point de vue technologique. C'est sûr que Hugging Face est une plateforme d'infrastructure, donc nous, ce qu'on regarde vraiment, c'est est-ce que ça a un impact fondamental sur le développement de l'IA? Donc, par exemple, est-ce que c'est une nouvelle architecture de modèle, ce genre de choses. Et la deuxième, qui est un petit peu plus dans les implantations, dans les cas d'utilisation, c'est d'aller voir concrètement, est-ce que ça peut changer la façon dont on fait les choses ou le produit qu'on est en train de développer ou est-ce que ça ouvre une nouvelle perspective à laquelle on n'avait pas du tout pensé. Donc, je pense que c'est un petit peu ces deux critères-là qu'il faut prendre en compte. Puis après, il y a des choses peut-être un peu plus concrètes, mais de voir est-ce que ça rime bien déjà dans notre processus de production? Est-ce qu'il faut tout changer? Ce genre de choses. Et puis, la dernière question qui est quand même importante, c'est combien ça coûte? Parce que des fois, des innovations sont super intéressantes, mais extrêmement chères. Ça vaut peut-être pas la peine. Donc, voilà. Si on faisait un peu de nombrilisme, en tout cas pour regarder de ce côté-ci de la planète, est-ce que tu trouves qu'il y a des médias québécois ou canadiens qui s'en sortent plus ou moins bien ou bien dans leur utilisation de l'IA? Oui, alors c'est sûr que je pense que le premier facteur, c'est la taille du marché. C'est sûr que le journalisme au Québec, au Canada, c'est un bassin plus petit. Les moyens sont moins là, financiers, même si je pense que, somme toute, on arrive très bien à tirer notre épingle du jeu. Et je pense que la plupart des développements que je vois qui sont vraiment intéressants, c'est sous l'aspect, premièrement, de modèles d'affaires. Donc d'aller chercher des modèles d'IA qui vont aller chercher, par exemple, une meilleure connaissance des audiences, un meilleur arrimage avec l'offre publicitaire, par exemple, et aussi tout ce qui est comment on raffine les produits. Je pense que le contexte canadien aussi est assez particulier parce qu'il y a eu le blocage de Meta. Mhm. Et ça, je pense que il y a quelques années ou quelques mois, ça a déjà forcé les médias à beaucoup réfléchir à quelque chose qui, en final, est fondamental avec l'intelligence artificielle, qui est comment on travaille avant tout la relation directe et privilégiée qu'on peut avoir avec nos audiences. Et ça, en fait, on se rend compte que aux États-Unis, en Europe, c'est quelque chose auquel les médias sont confrontés en ce moment parce qu'ils se disent, dans le fond, l'IA va
alors c'est un calque de l'anglais, mais va désintermédier la relation qu'on a à nous avec nos audiences. Donc, comment on fait pour essayer de travailler cette audience-là parce qu'on veut la garder, parce que c'est celle qui vaut le plus, qui est la plus précieuse. Et donc ça, je pense que vu qu'il y avait déjà ce positionnement, vu qu'il y avait déjà cette réflexion, oui, l'IA ça s'implante un peu plus facilement, on va dire, dans ce processus-là. Et donc de se dire, ok, ben telle façon de présenter l'information sur notre site web ou sur notre application, est-ce qu'on peut la raffiner, la produire plus facilement avec de l'IA? Donc ça, oui, j'ai vu plusieurs initiatives effectivement qui sont assez intéressantes là-dessus. Là, on zoom out, donc tes réponses ne concernent pas uniquement le Québec et le Canada. Est-ce qu'il y a des outils que toi, tu as vu passer et que tu dis, ça, là, les médias devraient l'utiliser, les journalistes devraient l'utiliser, mais ils ne le font pas encore? Alors ça, je vais séparer production de Ouais, l'information et ouais. diffusion. Dans la production, moi, je suis très surpris de voir que beaucoup de rédactions payent pour des solutions, notamment de transcription, alors que c'est vraiment un domaine où, par exemple, l'open source excelle, notamment avec des modèles d'OpenAI, avec Whisper, des modèles comme Parakit de NVIDIA, qui sont gratuits, qui sont accessibles, qui sont assez petits aussi parce qu'ils sont spécialisés sur une tâche, donc ils peuvent rouler sur l'ordinateur de En la local, personne. Il n'y a ben ouais. pas besoin de c'est ça, donc il n'y a pas besoin de serveur, etc. Et pourtant, je vois encore beaucoup de solutions payantes être adoptées. Euh, Après, je pense que il y a vraiment un aspect dans la façon dont on utilise, et je pense que ça vient avec un niveau de maturité technologique, donc c'est assez normal, mais la façon dont on utilise l'IA en ce moment, c'est beaucoup, on prend les grands modèles généraux de langage, donc ChatGPT, Claude, etc. Et dans le fond, on utilise beaucoup l'IA par le chatbot. Mais là où l'IA se déploie vraiment, je pense, c'est en allant déjà chercher des modèles un peu plus spécialisés, puis en Mhm. bâtissant des flux de production, dans des workflows autour de ça qui sont beaucoup plus orientés parce que le journalisme, c'est une spécialité et donc ça a besoin d'outils spécialisés. Et souvent, bah, il y a des facteurs, par exemple, environnementaux et de coûts qui sont rattachés à ça. Mais si on sort le bazooka à chaque fois, bah, forcément, on va pas viser très juste quand on doit viser pour une mouche. Euh, et le deuxième aspect dans la diffusion d'informations, c'est vraiment, je pense, d'élargir la surface ou le spectre, si tu veux, de façon dont on peut raconter des récits. Et je donne un exemple, Notebook LM. Pas mal de journalistes l'ont adopté en disant Mhm. ah c'est chouette, je peux mettre toutes mes entrevues, des liens, des vidéos YouTube, etc. là-dedans, puis ça me sert de carnet de notes, clin d'œil au carnet de notes. Euh, mais en fait, on pourrait le penser que bah, c'était ce produit-là, c'était la rencontre de la technologie et du contenu. Et cette idée, moi je suis assez convaincu que si on se donne les moyens et le temps et l'orientation de penser, ces produits-là, ils auraient pu venir de rédaction. Perplexity aurait pu revenir de rédaction, par exemple. Euh, et tu vois, c'est intéressant parce que récemment, je voyais Notebook Google a fait des partenariats pour Notebook LM avec notamment The Economist, The Mhm. Atlantic, etc. pour dire, hey, regardez, on va prendre votre contenu, on va le reformater. Et c'est intéressant parce que là, ça veut dire que les rédactions acceptent de céder un contrôle éditorial parce que c'est l'engin, le modèle de Notebook LM qui va gérer l'interaction avec l'utilisateur à partir du contenu de la rédaction, certes, mais quand même, on accepte ce degré de, ah, ok, on est moins confortable, on contrôle pas le pipeline à 100%. Et je pense que c'est là où vraiment on peut aller chercher des choses intéressantes. Le Washington Post a fait, par exemple, quelque chose d'assez intéressant où ils ont complètement changé leur moteur de recherche. Maintenant, c'est un moteur de recherche seulement conversationnel. Et donc, on pose des questions et à partir du contenu du Washington Post, ça va générer des réponses, qui est une belle réponse à Mhm. AI Overview de Google. Et en même temps, c'est super intéressant parce que ce que ça permet de faire, c'est d'internaliser des compétences, c'est d'apprendre à le faire, c'est de loguer beaucoup d'interactions avec les utilisateurs. Et ça, c'est un vrai coffre au trésor parce que si on sait comment les utilisateurs utilisent l'outil, quelles questions ils se posent, on peut les ramener à la rédaction après, ça peut donner une idée d'angle, etc. Donc ça, ce genre d'utilisation, je pense, est effectivement assez intéressant. Et dans les discussions que j'ai, moi, je vois beaucoup d'exploration, notamment sur ce qu'on appelle le multimodal, Ouais. la voix en premier lieu. Je pense qu'il y a beaucoup de rédactions qui s'interrogent sur comment ça va changer notre façon hein, de s'informer. Je pense qu'il y a aussi quelque chose d'un peu plus large qui est que les entreprises technologiques, les géants, Apple, Google et autres, commencent à imaginer un futur sans écran. Alors, est-ce que ça va remplacer les écrans ou ça va juste être une gamme nouvelle d'appareils qui va s'ajouter?
Mais il reste qu'effectivement, l'interface avec le contenu sera peut-être plus l'écran, mais ce sera la voix, ce sera d'autres façons de poser des questions. Et ça, je pense que pour le journalisme, il faut s'y préparer aussi et se positionner en amont là-dessus. Je veux revenir sur Hugging Face, puis tu parlais de l'open source. Hugging Face, moi, quand j'en parle, quand je le présente, je dis toujours que c'est comme le grand carrefour du code source ouvert dans le domaine de l'IA. C'est la grande bibliothèque. À un moment donné, il y a des gens qui ont pensé de faire ça, cet endroit où on pourrait retrouver tout. Mais toi, tu as rajouté une couche dans le domaine de l'information, puis j'aimerais ça que tu m'en parles un peu. Tu as comme créé un carré de sable où il y avait des journalistes qui s'intéressent à l'IA et à leur travail, où ils peuvent aller partager, aller essayer des choses que tu leur trouves à l'occasion et que tu leur donnes à travailler. C'est quoi ce lieu-là que tu as créé? Vraiment de dire, il y a des modèles, il y a des jeux de données, il y a des applications. Et souvent, c'est de dire, bah, il faut juste un petit coup de clé supplémentaire pour se dire, OK, comment ça se traduit pour le journalisme? Surtout que l'open source, pour moi, c'est fondamentalement compatible avec le journalisme parce que on peut rouler des modèles de façon privée, ça protège la confidentialité. On est beaucoup dans la réflexion de l'IA amène une concentration des pouvoirs, alors que l'open source va justement amener beaucoup plus de diversité dans le choix des modèles, dans les choix de licences, etc. Donc ça va être fondamental. Donc c'est vraiment d'avoir travaillé une communauté. Puis fondamentalement, Hugging Face, c'est une communauté de communautés. Il y a plein de gens qui vont venir dans un domaine spécialisé, se connecter ensemble et bâtir des outils. Et moi, je le rattache beaucoup à mon parcours personnel. Quand j'ai été journaliste de données pendant plusieurs années, la façon dont j'ai appris le journalisme de données, ben, c'était nouveau, c'était en pleine ébullition. Il n'y avait pas le journaliste de données 101 que je pouvais télécharger sur Internet. Et donc, la façon d'apprendre, ça a été, ben, on se partage des bouts de code, on se partage des tutoriels, etc. Et je pense que pour l'IA, c'est ça. Euh, Là où je vois que la communauté est en ce moment, euh, elle est très friande de ressources et d'apprentissage. Donc, de vraiment là, de, OK, comment je peux comprendre, comment je peux essayer d'appliquer ça. Euh, J'espère que l'étage supérieur de la fusée, ce sera justement ce mouvement-là qu'on voyait en journalisme de données, de dire, bah, peut contribuer à quelque chose. Et c'est drôle parce que tu me posais la question sur qu'est-ce que développent les rédactions, etc. En parlant à plein de rédactions, moi, ce que je vois de mon point de vue, c'est beaucoup de rédactions qui travaillent sur exactement les mêmes choses, mais chacun de leur côté. Et des fois, je me dis, bah, ça, c'est dommage parce que ça donnera pas un avantage compétitif. L'IA est vraiment vue comme, ah, bah, si on performe dans tel secteur, on va être plus compétitif que les autres. Oui, à condition de travailler sur quelque chose qui va vraiment faire la différence. Et si on travaille tous, et je pense qu'il y a vraiment une couche qui peut être identifiable de se dire, OK, sur des choses un peu plus structurelles, pourquoi on partage pas un peu plus? En fait, ça revient à quelque chose qui, je pense, est fondamental pour moi, c'est que le principal défi du journalisme par rapport à l'IA en ce moment, c'est comment on accélère l'innovation, en fait. Et donc, cette réflexion-là, elle doit se faire, je pense, de dire, bah, qu'est-ce qu'on peut aller chercher qui existe déjà versus qu'est-ce qu'on doit nous-mêmes construire. C'est là où la balance, le trade-off est le plus compliqué, en fait. Mais est-ce que ton espace pourrait devenir un lieu de mutualisation? Ah bah la communauté journaliste on Hugging Face, donc journaliste sur Hugging Face est déjà un peu ça, dans le sens que par exemple, tu vois, on était parti sur quelques outils, notamment un scraper de données, donc un outil pour aspirer des données sur un site web quand on fait de la cueillette d'informations. Le code est open source. Les gens peuvent venir, bah, dans le fond, le copier pour leur rédaction, le déployer auprès de leurs collègues, mais aussi l'améliorer. Et s'ils l'améliorent vraiment et qu'ils ont envie, bah, ils peuvent repartager le code à d'autres. Tu vois, la semaine dernière, j'ai fait un tutoriel pour utiliser le nouveau modèle open source d'OpenAI, donc GPT-OSS, avec une approche agentique. Donc, en gros, les agents d'IA, c'est vraiment, bah, tu leur fais faire des tâches qui sortent de leur chatbot, donc ils peuvent vraiment aller faire des actions sur Internet. Ben moi, dans le fond, je fais le livre de recettes. Il y a une démo même qui est là où j'ai fait un agent d'information qui peut aller, tu peux lui poser des questions sur l'actualité, il va aller chercher les sources, etc. Mais là, dans le fond, un journaliste ou une rédaction pourrait se dire, OK, bah, la logique de l'agent, elle est là. Je peux la reproduire, je peux l'améliorer, je peux reproposer des outils. Donc, l'idée, c'est ça. Mais aussi, tu vois, notamment avec
Ben Welch de chez Reuters, on avait collaboré ensemble pour adapter un cours qui était un classificateur de données à partir d'un modèle de langage, ce genre de choses. Donc, c'est vraiment des initiatives comme ça qui permettent, je pense, d'essaimer un peu, en fait, puis de vraiment faire monter en compétence tout le monde. Moi, je pense que l'open source, c'est ça, c'est vraiment, pour reprendre l'expression anglaise, là, la vague qui fait monter tous les bateaux ensemble. Pendant que tu parles d'IA agentique, comment on arrive à créer ou à trouver un équilibre entre l'automatisation de certaines tâches, puis de l'autre côté, le jugement éditorial? C'est vraiment intéressant que tu mentionnes le jugement éditorial parce que dans toutes les discussions que j'ai autour de l'IA, il y a toujours la question de, en fait, est-ce que l'IA va me remplacer? Et moi, je dis, il y a il y a deux lignes de défense d'une certaine façon, ou en tout cas deux différenciateurs qui sont fondamentaux en journalisme, le jugement éditorial. Ça, je pense que c'est vraiment le premier aspect. Une machine elle peut pas exercer un jugement éditorial. Elle va pouvoir évaluer un changement, etc. Mais reste que le jugement éditorial, je pense, l'apanage des êtres humains. Et le second aspect, c'est la curiosité. C'est-à-dire qu'une machine, de façon autonome, ne part pas une démarche. Elle a besoin qu'un utilisateur lui dise, fais ci, ou je me pose telle question. Et un journalisme, se poser les bonnes questions, c'est parfois la moitié d'une bonne enquête. Donc ça, je pense que c'est important. Après, on a fait beaucoup de recherches là-dessus parce qu'on a une équipe notamment de chercheurs en éthique de l'IA. Et la conclusion à laquelle on arrive, ou en tout cas le guide qu'on fournit aux gens, parce qu'après, c'est vraiment à chacun de trouver la réponse, mais c'est qu'il y a un spectre d'agentique, si on veut. Donc, il y a effectivement des agents qui sont là pour exécuter des outils, qui ont des outils pour exécuter des tâches très déterminées versus le spectre du déploiement autonome complet. La conclusion à laquelle nous on arrivait, c'était de dire l'automatisation complète n'est pas forcément recommandable, d'autant plus que en fait on n'en voyait pas les bénéfices. C'est-à-dire que les risques sont beaucoup plus élevés que les bénéfices potentiels versus par exemple une automatisation poussée, mais avec des spot checks d'êtres humains dans la boucle. Donc je pense que c'est toujours vraiment important de se dire qu'est-ce qu'on veut réaliser quand on identifie par exemple quand on produit mettons un reportage. Si on analyse toutes les tâches qui sont nécessaires à ça, est-ce qu'on peut faire une sorte de gradation pour chaque tâche, de dire quel est le niveau de jugement éditorial requis? Et là où il est le plus bas, c'est peut-être les bons points de départ pour dire, OK, ces tâches-là, peut-être qu'on peut les confier à un agent dans un pipeline où nous, on va cohabiter en fait avec la machine de plus en plus. Ça, je pense que ça peut vraiment être intéressant. Mais des initiatives où on a vu des tentatives de remplacement complet des journalistes dans une rédaction, ça a été des catastrophes hallucinantes. C'est-à-dire, on a eu un exemple au Canada où c'était MSN, je pense, qui faisait un guide touristique sur Ottawa des 10 bonnes adresses où aller manger. Puis dans les 10, il y avait la banque alimentaire d'Ottawa avec une phrase qui disait pensez à y aller le ventre vide. Voilà. Quand on parle de jugement éditorial, c'est assez c'est catastrophique. Est-ce que tu vois la possibilité de faire un parallèle? Quand l'Internet est arrivé, là, il y a eu comme un savoir-faire qui s'est développé au sein des médias, des organisations, même petits. Il y avait un webmestre qui est apparu, puis après, il y a eu des équipes de développement, puis après, ils ont créé quelque chose. Est-ce que tu vois la même chose arriver avec l'intelligence artificielle dans les groupes de presse? Absolument. Il y a vraiment un essor des postes spécialisés en IA. Je pense que c'est une bonne chose globalement, avec un bémol. Je crois que c'est très important que ces gens-là soient ancrés dans les rédactions, pas qu'ils soient une sorte de pièce rapportée complètement externe, et qu'ils aient une légitimité d'action dans la rédaction. Et si je prends mes postes précédents à Radio-Canada, au Devoir, je pense que là où on a pu avoir de l'impact, c'est quand le déploiement technologique, il est fait par les gens de la rédaction. Mhm. Sinon, c'est compliqué. Culturellement, là, c'est pas tout à fait le même langage. La rédaction, elle a ses priorités, c'est normal, et c'est des priorités qui sont, chaque jour est un éternel recommencement, etc. Donc, de vraiment amener ça, puis est-ce que ces gens-là qui se spécialisent en IA sont ancrés vraiment dans le journalisme au quotidien? Ça, je pense que ça va faire la grosse différence dans les rédactions qui vont prendre le virage le mieux possible, en fait. Ça, c'est assez fondamental. Mais oui, je le vois vraiment de plus en plus là. Si on regarde les offres d'emploi, là, il y en a pas mal qui sont publiées autour de ça. Il y a vraiment des équipes complètes qui se bâtissent et qui sont
Effectivement, moi je vois vraiment le parallèle des équipes spécialisées à l'époque en vidéo ou autre. En IA, c'est beaucoup des équipes multifonctionnelles. Donc on peut avoir des designers produits, on peut avoir un ingénieur IA, on peut avoir un journaliste. Déjà là, travailler ces trois personnes ensemble, ça peut faire des flamèches super intéressantes. En terminant, et là, je fais appel aux journalistes, mais aussi aux formateurs en toi, parce que je le disais dans la présentation, tu enseignes à l'Université de Montréal. D'après toi, c'est quoi aujourd'hui les compétences que devrait développer un journaliste qui est déjà sur le terrain et les compétences qu'un étudiant devrait développer en journalisme? La première compétence, qui est vraiment celle qui va déverrouiller beaucoup de choses, c'est de bien savoir parler à la machine, donc les prompts entre guillemets, mais c'est plus que les prompts, c'est aussi comprendre qu'est-ce que l'IA permet, quelles sont ses limites, etc. Ça, je pense que c'est vraiment important. Puis après, pour monter un petit peu en gamme, vraiment effectivement connaître les outils, les possibilités, mais ensuite quelque chose qui moi ouvre des perspectives qui sont inimaginables, c'est d'apprendre à coder avec la machine. Parce que fondamentalement, ce que l'IA ouvre, c'est qu'on peut parler à la machine avec nos mots et on peut lui demander de réaliser des tâches en fonction de ça. Et ça, vraiment, on peut faire une application sur le fly, puis rejoindre peut-être 2000 personnes d'un coup pour notre reportage parce qu'on prend un format spécialisé, etc. Vraiment, de prendre le temps de l'apprendre et de comprendre comment ça marche, c'est fondamental. Après, on peut pousser encore plus loin sur fine-tuner des modèles, etc. Mais c'est beaucoup plus spécialisé. Si on veut vraiment l'ancrer au quotidien, là, c'est parler à la machine et ensuite essayer de bâtir des outils avec la façon dont on parle à la machine. Je pense que vraiment, déjà, ça ouvre des possibilités immenses. Laurent Daudin, je rappelle que tu es responsable de la presse chez Hugging Face et également enseignant de journalisme numérique à l'Université de Montréal. Merci beaucoup d'avoir pris de ton temps et puis je te souhaite une autre belle saison de relations avec les médias. Merci beaucoup. Merci de l'invitation, Bruno. Salut. La couverture cellulaire au Canada est parmi les plus étendues au monde, mais il reste encore de vastes régions où l'on ne peut capter aucun signal. Pour répondre à ce défi, une nouvelle approche est en préparation, la connexion directe entre téléphone intelligent et satellite, qu'on appelle en anglais le Direct to Device. Cette technologie pourrait transformer la vie de milliers de Canadiens vivant en régions éloignées, tout en offrant une sécurité accrue à ceux qui voyagent ou travaillent hors des zones desservies par les réseaux terrestres. Pour parler de ce qui se prépare au pays, on va aller rejoindre le vice-président stratégie et services sans fil chez TELUS pour parler de ce que eux sont en train de préparer pour leurs clients à travers le pays. Bonjour Bernard Bureau. Bonjour. Ce bureau, c'est quoi les plans de TELUS pour implanter le service de Direct to Device? Comment on appelle ça en français d'ailleurs? Avez-vous une terminologie? C'est toujours difficile de transmettre, de traduire ces termes de jargon de télécom-là. Connexion directe par satellite. Ben voilà, c'est fait. Donc, à quoi ça ressemble votre plan chez TELUS? Mais d'abord, ce qu'on recherche, c'est une façon de complémenter notre couverture actuelle qui vient de notre réseau terrestre. Ça veut dire des antennes qui sont installées sur des tours, des toits d'édifices, puis d'autres infrastructures qui sont semblables à ça. Puis, il faut comprendre que malgré la taille de notre pays, on couvre quand même 99% de la population avec notre réseau terrestre aujourd'hui. Fait qu'on couvre déjà beaucoup. Mais quand les clients sont hors couverture aujourd'hui, il faut noter aussi qu'on offre déjà des messages textos gratuits pour ceux qui ont un iPhone récent, puis des textos d'urgence avec le Google Pixel 9. Mais pour un service qui va s'appliquer à une plus grande variété de téléphones intelligents, on n'a pas encore annoncé notre partenaire qui va nous fournir la connexion par satellite. On évalue plusieurs alternatives actuellement, puis ça progresse rapidement, mais on n'est pas encore rendu au point où est-ce qu'on va annoncer, on est prêt à annoncer notre partenaire. Au niveau de l'échéancier, ça ressemble à quoi? Est-ce qu'on parle de mois? Est-ce qu'on parle d'années? On se parle de probablement moins de 2 ans. Ça, c'est pas mal certain. Évidemment, il y a un aspect compétitif. C'est pour ça que je peux pas donner plus de détails. Mais on se parle là, dans les 1 à 2 années maximum. Ça pourrait être plus rapide que ça aussi. Et quand vous parlez de fournisseurs, évidemment, là, vous m'avez dit que vous ne pourrez pas annoncer, mais je présume que vous avez parlé et vous avez testé les solutions de plusieurs fournisseurs satellites. Oui. Il y a beaucoup de mouvements dans ce créneau-là. Il y a plusieurs projets concurrents qui ont tous des spécificités particulières. Par exemple, aux États-Unis, il y a eu un lancement qui a eu lieu. T-Mobile USA et SpaceX sont en partenariat.
Ils offrent un service de messagerie texte pour débuter, mais ils prévoient ajouter des capacités de transmission de données pour des applications genre X ou WhatsApp ou des applications de messagerie comme ça. Donc, avec des vitesses assez modestes dans un futur proche. Puis, ça aussi, c'est une information publique. AT&T et Verizon, qui sont les deux autres gros fournisseurs américains, ont annoncé eux autres un partenariat avec une compagnie qui s'appelle AST Space Mobile pour le même type de connectivité, puis ils prévoient lancer leur service au début 2026. Alors, nous, au Canada, on va être probablement à quelque part dans ces eaux-là, sans donner plus de précision. Ces deux projets-là, soit SpaceX ou soit AST Mobile, eux utilisent des satellites à basse orbite. Mais il y a aussi un projet de la compagnie Strigo, qui vient de la compagnie TerreStar, qui est basée à Montréal, qui offre initialement un service basé sur un satellite géostationnaire, puis qui a des plans d'expansion vers un service basé sur des satellites à basse orbite. Il y en a d'autres aussi. Il y a des projets comme Skylo et Link. On les évalue tous, là, comme je l'ai mentionné. On n'a pas encore fait notre choix, par exemple. Est-ce que ça se pourrait, un scénario où, parce que votre clientèle, elle voyage, c'est l'avantage de votre réseau, déjà à la grandeur du pays, mais aussi à l'extérieur. Est-ce qu'on peut penser que puis évidemment, là, on jase, là, c'est pas une annonce officielle, mais est-ce qu'on pourrait penser que vous pourriez faire affaire avec plusieurs fournisseurs satellitaires, dépendamment de leur couverture du territoire? Ben, c'est pas exclu. Je pense que pour le Canada, pour nos clients consommateurs, il va probablement avoir un choix qui va se faire. Mais là, maintenant, si on regarde, il y a des entreprises qui sont plus spécialisées pour les objets connectés, par exemple. Alors, il peut y avoir un futur où on va avoir plusieurs de ces projets concurrents-là. Puis aussi, il faut réaliser que ces ententes-là ont un début et une fin. Alors, c'est pas impossible non plus qu'on commence avec une compagnie puis que ça évolue avec le temps. Comment ce service-là va améliorer ou bénéficier à vos clients qui sont en zone rurale ou en zone éloignée au Canada? Ben, on couvre 99% de la population, comme je l'ai dit, mais il faut noter que ça correspond à seulement 15% du territoire en termes de kilomètres carrés, en termes de superficie. Puis c'est parce que la population, bon, c'est un fait assez connu, là, la population est concentrée au sud du pays. 80% des gens habitent à moins de 160 kilomètres de la frontière avec les États-Unis. Alors que notre pays s'étend sur presque 10 millions de kilomètres carrés. Ça, c'est aussi grand que toute l'Europe de l'Ouest. Fait qu'il reste donc 85% du territoire qui n'a aucune couverture cellulaire, mais seulement 1% de la population qui s'y trouve. Puis c'est un enjeu énorme pour cette population-là. Je veux vraiment pas diminuer l'importance de ça. Puis évidemment, ça compte pas ceux qui transitent dans ces régions-là par affaires ou par loisir. Puis pour des raisons de sécurité en cas d'accident, de danger ou juste pour la connectivité, c'est hyper crucial pour cette population-là, puis les gens qui s'y trouvent. Donc, la connectivité directe entre les téléphones intelligents et les satellites, ça va résoudre en grande partie ce problème-là. Je dis en grande partie parce qu'il y a des projets qui peuvent couvrir pas mal au nord, mais pas jusqu'au pôle nord. Par exemple, il y a des projets qui prévoient couvrir autour de 57, 58, 59 degrés de latitude nord. Ça correspond à peu près à 300 kilomètres au nord de Shefferville, si on se fie au Québec. Donc, ça couvre quand même assez loin, mais ça couvre pas jusqu'au Nunavut puis jusqu'au pôle nord pour certains projets. Les projets sont tous un peu différents, alors c'est pour ça que je fais une nuance. Ouais. Puis, un autre point qui est important, c'est que cette couverture-là, elle va fonctionner quand les gens sont à l'extérieur ou en véhicule. Mais quand les gens vont être dans des résidences, dans des maisons, dans des commerces, la couverture ne se rendra pas jusqu'à eux. Ah, effectivement, parce qu'il faut vraiment, en guillemets, voir le satellite, là. Oui, c'est ça. Les ondes de radiofréquence, ça pénètre les éléments. Quand c'est simplement l'atmosphère, c'est facile. Mais quand on commence à vouloir traverser des toits et tout ça, on a besoin de plus de puissance. Puis les satellites, évidemment, ils sont plus éloignés que nos tours. Alors, c'est pour ça que l'opportunité de couvrir à l'intérieur des bâtiments, ça ne sera pas là probablement pour un bon bout de temps. Et c'est intéressant parce que quand je vous écoute, évidemment, on pense aux gens qui sont sur Terre, mais ça va également changer la vie pour les gens qui sont sur les cours d'eau et en mer. Moi, je me souviens, en 2019, quand vous avez été installé la 4G sur la base Côte-Nord, ces gens-là, leur vie a changé. Je parlais avec des pêcheurs qui me disaient, nous, et je
les sites, on est pogné avec une radio satellite qui fonctionne une fois sur deux. Et je leur ai reparlé après, puis avec le 4G, ils disaient, mais c'est magique, je prends mon téléphone, puis je parle directement. Si on a des problèmes de sécurité ou même dire à quelle heure je vais revenir, on peut le faire. C'est aussi ça que vous allez changer dans la vie des Oui, gens. c'est aussi ça pour les eaux dans les eaux canadiennes. Dans les eaux internationales, c'est une autre paire de manches, c'est un autre créneau Mais dans les eaux qui canadiennes, qui va, sont quand ouais, même larges, importantes, ouais, ouais. absolument, Ouais. oui, absolument. Alors donc, absolument, Vous avez toute une ça va couvrir communauté ces de endroits-là. pêcheurs qui vous attend. Oui. Vous avez mentionné des messages textes, vous avez parlé d'applications là, comme X ou WhatsApp. À moyen terme, à quoi vous pensez comme service supplémentaire qui pourrait bénéficier de ce lien entre le téléphone et le satellite? Ben, la transmission de données, ça s'en vient aussi. On a parlé des vitesses assez modestes, mais les débits vont augmenter. Quel débit va être possible, ça reste encore à déterminer. C'est sûr que des services de messagerie, naviguer les sites Internet pas trop lourds, puis recevoir des photos ou les envoyer, ça va être probablement très, très possible dans un futur proche. Mais on peut penser que ça va être, par exemple, difficile d'avoir une bande passante qui permettrait de regarder des vidéos de bonne qualité. En tout cas, pas à court terme, mais les Avec cette technologies génération de s'améliorent. satellites-là, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a quand même, faut réaliser que c'est tout un exploit déjà d'être capable de connecter directement avec des téléphones qui sont faits pour les réseaux terrestres, Mhm. avec des satellites à basse orbite. Mais l'avenir va nous le dire. La voix s'en vient aussi, ça c'est certain. Alors, ça va être probablement par là qu'on va commencer. Puis, au fur et à mesure il va y avoir éventuellement la 6G qui va s'en venir, puis des allocations de fréquences qui vont être différentes, puis la technologie va continuer à s'améliorer. Alors, je suis sûr qu'il va y avoir un futur où ça va continuer à progresser, mais c'est une question de physique, hein. Les réseaux filaires sont plus rapides que les réseaux sans fil terrestres. Les réseaux sans fil terrestres sont plus rapides que les réseaux sans fil par satellite. C'est une question de simple physique. C'est quoi les prochaines étapes avant, évidemment, la commercialisation du service? Ben, il y a vraiment plusieurs aspects à considérer pour choisir le bon partenaire. Il y a la disponibilité de service. Ça veut dire essentiellement quand le service va être prêt. J'ai mentionné des projets qui étaient déjà prêts ou très prêts Mhm. d'être lancés aux États-Unis. Donc, les technologies sont là, mais au début, quand les flottes de satellites sont lancées, faut se rappeler que les satellites à basse orbite, ça bouge à très haute vitesse au-dessus de la Terre. Alors, au fur et à mesure qu'ils arrivent avec 100% des satellites qu'ils veulent lancer, ça fait en sorte qu'il peut y avoir des périodes d'indisponibilité des données. Alors, ça aussi, c'est un aspect qu'on regarde au niveau de l'échéancier. Les coûts de l'utilisation du service, c'est un facteur super important. Les satellites à basse altitude, comme je le disais, sont en mouvement continuel. Puis, même si les coûts de lancement ont significativement diminué au fil des années, pour déployer une flotte au complet, on doit avoir bien des centaines, sinon des milliers de satellites qui sont lancés. Ça reste donc des investissements qui sont vraiment colossaux. Ces satellites-là aussi doivent être remplacés à tous les 5 ans parce que contrairement aux satellites géostationnaires, ils sont affectés par l'atmosphère puis ils se dégradent tranquillement. L'érosion Puis, spatiale, ouais, ouais. ouais, c'est ça. Ça fait en sorte que ces projets-là de satellites à basse orbite, il y a aucun projet qui ferait du sens pour être lancé seulement pour le Canada. Alors, ils bougent. Alors, comme ils bougent au-dessus d'autres pays, ces projets-là, c'est des projets qui sont vraiment mondiaux où ils veulent établir leurs services dans plusieurs pays pour pouvoir rendre leurs projets rentables. Les coûts vont être reliés à la santé financière, évidemment, de ces compagnies-là, puis à leur capacité d'établir un projet mondial qui est viable. Alors, c'est un aspect qui est super important. Il y a aussi la réputation, parce que il y a beaucoup de trucs qui sont en devenir ici. Alors, ça dépend de euh, comment on croit ou on ne croit pas à leur plan d'affaires. Euh, Puis, dernier point que je vais mentionner, qui est aussi extrêmement important, c'est la compatibilité avec les téléphones intelligents. Il y a des projets qui couvrent pas mal tous les téléphones récents. Il y en a d'autres qui requièrent des composants spécifiques dans les téléphones intelligents pour pouvoir communiquer avec les satellites en circulation. Alors, c'est un autre aspect qui est super important. Puis une fois qu'on va faire le choix du partenaire, ben là, après ça, on rentre vraiment dans le
projets de planification détaillée, l'exécution de projets, etc., etc. Il faut assumer les ressources, il faut assumer la gestion de risque et tout ce que vous pouvez penser là, avec des projets comme ça. Mais là, vous m'amenez à ma prochaine question. Il y a tout un exercice d'arriver à installer un réseau dans les airs, mais il y a toute une opération aussi à faire pour que ça soit transparent pour l'utilisateur. Oui. D'abord, je vais juste expliquer un truc, c'est que les téléphones intelligents vont se connecter sur un autre réseau que le réseau de leur fournisseur seulement quand le signal de leur fournisseur est inexistant. Alors, ça, c'est un aspect qui est important. C'est pour les gens qui sont proches de la frontière avec les États-Unis, par exemple, c'est quelque chose qu'ils vont réaliser. Il faut vraiment perdre, par exemple, le signal de TELUS pour pouvoir se reconnecter à un autre réseau. Comment cette transition-là va se faire entre le réseau terrestre et le réseau satellitaire au Canada? Ben, il va y avoir d'abord une spécificité par rapport au projet qu'on va choisir. Les technologies sont un peu différentes. Je pense qu'à court terme, ça n'aura pas vraiment d'impact parce que les utilisations, ça va être surtout des textos, ça va être des applications de messagerie, des trucs comme ça. On n'est pas dans la voix, on n'est pas dans l'image. On n'est pas encore dans la voix, mais il va venir un moment où la voix va être disponible. À ce moment-là, au début, il est fort probable qu'il n'y ait pas de continuité de voix, c'est-à-dire que on perd l'appel et on doit le réinitialiser. Mais on peut penser que dans un futur, il va pouvoir avoir une continuité à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a des aspects nouveaux, selon vous, par rapport à ce qu'on peut penser là, à la cybersécurité ou à la gestion des données posée par cette approche-là du téléphone au satellite plutôt que du téléphone à vos antennes? Ben, nous, ça fait partie de notre quotidien, puis on déploie les nouvelles technologies au fur et à mesure qu'ils deviennent disponibles. 3G, il y a une quinzaine d'années, 4G au début des années 2010, la 5G au début des années 2020. On peut penser que la 6G s'en vient aussi. À toutes les fois qu'on fait un déploiement de nouvelles technologies, c'est sûr que la cybersécurité et la gestion des données pour garder la vie privée de nos clients, c'est super important. On a des processus qui sont super stricts, qui sont super bien rodés, puis on va utiliser les mêmes processus pour s'en assurer. Donc, moi, je vois ça comme un autre déploiement de technologie. Il n'y a pas d'enjeux qui sont complètement différents dans ce cas-ci. C'est beaucoup des mêmes enjeux qu'on vit aujourd'hui à tous les jours, et puis qu'on s'en sort jusqu'à maintenant pas trop mal, je dirais assez bien ici au Canada. Lors du déploiement, on n'a pas de date, je vous en demande pas, mais lors du déploiement, de quelle façon vous allez vous y prendre pour l'offrir à votre clientèle? Parce que vous avez monsieur et madame tout le monde, dont je fais partie, vous avez des services publics, vous avez des clients industriels. Est-ce que vous allez prioriser un certain marché d'abord, puis par la suite aller avec d'autres? Comment ça va se passer? Bon, évidemment, je peux pas aller dans le détail de notre mise en marché, mais je pense que tous les fournisseurs de services ont avantage. Une fois que l'engagement est fait avec le partenaire, puis qu'il y a une entente commerciale avec un partenaire satellitaire, on a tout avantage à maximiser l'utilisation de ce réseau-là. Alors, je pense pas qu'on va volontairement laisser quiconque derrière, mais on peut penser que en termes de priorité, c'est sûr que l'utilisation pour joindre les services d'urgence, c'est évidemment prioritaire. Il y a aussi les communications régulières pour les gens qui sont dans ces régions-là, mais il y a aussi le secteur des ressources puis le secteur de l'agriculture qui sont super importants. Ces deux verticaux qui sont super importants. Pour les téléphones intelligents, c'est sûr, mais aussi pour les objets connectés, pour la télémétrie, l'automatisation, puis tout ça. Puis c'est un des feedbacks qu'on reçoit le plus fréquemment, par exemple, au niveau des agriculteurs. C'est bien fantastique, vous avez des belles technologies, mais on n'a pas de connectivité dans les endroits où est-ce qu'on fait notre business. Alors ça va être très important. Il y a aussi les objets connectés pour les logiciels de logistique au niveau des flottes de véhicules, tout ça. Il y a évidemment aussi beaucoup de sportifs, d'amateurs, d'excursions, d'aventures pour qui cette couverture étendue va être très, très, très importante. Mais pour résumer le tout, je pense pas qu'on va vouloir laisser quiconque derrière dès le jour 1.
Bernard Bureau, vice-président stratégie et services sans fil chez TELUS. Merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions. Avec plaisir. Merci. Merci. Depuis un an, on entend beaucoup parler des grands modèles d'intelligence artificielle offerts par les géants du secteur. Mais certaines entreprises choisissent une autre voie, celle de développer leurs propres outils taillés sur mesure pour répondre à leurs besoins spécifiques. C'est le pari qu'a fait Workleap, une entreprise québécoise connue dans le domaine des ressources humaines, qui a décidé de bâtir sa propre solution baptisée Workleap AI. L'idée, c'était d'allier confidentialité, sécurité des données sensibles et intégration directe avec les processus de gestion de talent. Une démarche ambitieuse, mais qui pourrait changer la façon dont les gestionnaires interagissent avec leur équipe et utilisent leurs données. Pour en parler de leur approche et de leur IA, on va aller rejoindre immédiatement le cofondateur et chef de produit chez Workleap qui nous attend. Bonjour Guillaume Roy. Bonjour. Pourquoi avoir décidé de développer une IA sur mesure à l'interne plutôt que d'intégrer une solution qui existait déjà? En fait, quelques raisons. En fait, dans le domaine des ressources humaines, on travaille avec beaucoup d'informations confidentielles et avec différents niveaux de confidentialité. Donc, vraiment de bâtir une technologie qui nous permettait d'assurer la confidentialité de nos clients et de leurs documents et l'accès à l'information était super important. Et souvent, avec les technologies d'intelligence artificielle un petit peu out of the box, sont bons pour faire la portion sur des documents publics ou des documents, un set de documents finis. Mais quand tu arrives avec le niveau de la hiérarchie, donc un gestionnaire a accès à telle information sur l'employé, par exemple, et ainsi de suite, ça devient beaucoup, beaucoup plus complexe à sécuriser. De un. Et de deux, lorsqu'on a commencé aussi Workleap IA, les outils de développement sont encore très immatures. Donc, toute la stack technologique est encore très immature. Donc, il y a beaucoup de travail à faire pour Vous avez dit, il y a 18 mois pour le on travail. va le faire. Exactement. Donc, on voulait vraiment s'assurer de bâtir une fondation solide aussi pour le futur de notre organisation. Quelque chose qu'on maîtrise, qu'on est capable de gérer les coûts parce qu'on a beaucoup de clients. Donc, c'est important aussi d'avoir cette pensée-là et de pouvoir bâtir pour l'avenir. Je ne veux pas faire de sémantique, mais c'est vous qui allez me donner sûrement la réponse. Quand vous parlez de Workleap AI, est-ce qu'on parle d'un LLM ou est-ce qu'on parle d'un agent IA, de l'agentique, finalement? Ouais, c'est une bonne question. Puis, il y a beaucoup de buzzwords dans le domaine. Là, donc, effectivement, c'est pas un LLM. Là, donc, c'est vraiment, je vous dirais, un agent. C'est plus dans le monde un agent. Donc, on utilise un LLM comme technologie pour la communication avec les utilisateurs. Là. On utilise OpenAI, ChatGPT pour vraiment la portion LLM du système. Mais Workleap AI, c'est vraiment un agent. Donc, c'est un agent là, qui a accès aux informations de l'organisation, aux informations des employés dans l'organisation, qui va être capable d'aider à faire certains processus d'affaires, notamment l'analyse des données d'engagement, aider à l'écriture de la gestion des revues de performance, 360 feedback, analyser des feedbacks, répondre aux questions sur les feedbacks. Donc vraiment, c'est un agent qui est omniprésent dans toute notre suite, qui utilise un LLM comme technologie. Je présume que avant de vous lancer dans cette création-là, vous avez regardé, c'était quoi? Le panorama, l'environnement. Aujourd'hui, là, maintenant que c'est fait, maintenant que vous l'avez mis en pratique, vous diriez, qu'est-ce qui distingue Workleap AI des autres solutions dans le domaine de du RH? En fait, il y a énormément de solutions. Donc, c'est une très bonne question dans le sens où on peut faire une portion de qu'est-ce qu'on fait dans d'autres outils. Là. Par exemple, à l'interne, il y a une portion de ta job RH que je fais qui est encore dans ChatGPT. C'est des fois des communications aux employés, des communications clients, des choses. Donc, vraiment, la grande différence avec Workleap AI, c'est que nous autres, on est une solution verticale. Donc, on est vraiment spécialisé dans le domaine des RH. De un. Donc, vraiment, la façon qu'on l'entraîne, la façon lorsqu'on utilise ce type de technologie-là, on utilise des prompts. Là, donc, on pre-prompt le système avec
des bonnes pratiques d'industrie, avec tout ce qu'on a appris sur le domaine de l'engagement, de la gestion de performance depuis les 15 dernières années que nous, on travaille dans le domaine. Fait que vraiment, tu sais, la façon qu'on le configure, la façon qu'on le bâtit, toute notre intelligence d'affaires qu'on a acquis à travers le temps, de un. Et la deuxième portion, c'est ce qu'on a parlé au début, c'est vraiment l'accès aux données confidentielles. Là. Donc, c'est vraiment la grosse différence par rapport aux autres solutions, dans le sens où Workleap AI, chaque utilisateur a accès à son set d'informations à lui. Et donc, ça assure aussi que même avec des données très confidentielles en RH, on est capable de garder vraiment un espace par personne sans jamais avoir des problèmes de données. Parce que lorsqu'on utilise, mettons, je vais donner un exemple super simple, là, mais on envoie dans ChatGPT un Excel avec le salaire de tous les employés. On pose quelques questions, puis là, après ça, tu partages une portion d'information. Est-ce que l'information est encore à jour? Est-ce que les gens qui ont accès à ça ont accès des bonnes personnes, etc.? Ça change à travers le temps aussi. Donc, c'est toujours super compliqué à gérer ça. Donc, je vous dirais que environ 70% du temps de développement qu'on a fait sur l'outil est pour sécuriser, c'est assurer une sécurité des données. En gros, là, c'est la portion la plus complexe de tout le C'est projet. le paramétrer, dans le fond. Ouais, de paramétrer, dans le fond, Workleap AI avec les données de l'organisation en respectant qui a accès à quoi. Donc, je vous dirais que c'est vraiment là qu'on investit beaucoup de temps. Fait que la sécurité des données, puis notre intelligence d'affaires, dans le fond, dans notre domaine vertical. Puis je veux revenir là-dessus sur l'intelligence d'affaires parce que je trouve ça le fun. Je l'entends plus souvent et j'ai l'impression que, je ne veux pas vous mettre des mots dans la bouche, là, mais j'ai l'impression que c'est ça qui rajoute énormément dans la valeur de ce que vous avez développé, c'est d'avoir mis toute l'expérience par rapport aux bonnes pratiques dans le domaine des RH et de la gestion, d'avoir ajouté ça au paramétrage de votre outil Workleap AI, ce qui fait en sorte que c'est comme s'il y avait votre conscience de bonnes pratiques en RH en 24 heures sur 24, là, lorsqu'il y a des tâches à faire. Effectivement. Et les LLM sont quand même assez bons aussi, lorsque tu l'essayes, mais la grosse différence, c'est que les LLM, c'est très générique. Donc, c'est ça. Donc nous autres, on permet de le personnaliser aussi. Parce que vous avez des années de savoir-faire. Exactement. De tout ce processus de création-là, c'est quoi les enseignements que vous avez tirés par rapport aux premières utilisations? C'est une bonne question. Plusieurs enseignements. Là, je pense que entre le jour 1 qu'on a commencé, donc il y a environ 18 mois, à peu près 18 mois qu'on a commencé le produit, et aujourd'hui, vraiment, les LLM de base, l'ensemble des technologies sont vraiment, vraiment plus matures. Là, donc, ce que j'ai appris, au début, on essayait peut-être d'en faire un petit peu trop, essayer de trop le paramétrer. Dans le fond, on n'avait pas confiance au LLM, donc on essayait de surcompiler, mais les LLM avancent tellement vite que ça se corrige un petit peu toute seule avec le temps, d'une certaine façon. Fait que ce qu'on a appris, dans le fond, c'est vraiment de faire confiance que les LLM vont continuer d'évoluer, d'avancer de un. Moi, je crois, puis on va voir là-dessus, mais je crois que les coûts vont diminuer aussi, parce que ça reste quand même un des enjeux qu'on a vécu il y a environ 2 ans. Les compagnies de technologie étaient comme, OK, c'est le fun de bâtir avec des features AI, mais est-ce qu'on est en train de perdre tous nos profits d'une certaine façon, parce que ça coûte encore très cher à rouler. Donc, moi, je crois que avec le temps, avec la démocratisation, le prix par requête, le prix par token risque de diminuer. Donc, je fais confiance que le marché va continuer à évoluer et aller dans cette direction-là. Donc, de ne pas avoir peur de l'utiliser, de réessayer plusieurs fois, plusieurs scénarios pour résoudre un problème. Oui, ça coûte un petit peu plus cher aujourd'hui, mais je pense qu'avec le temps, ça risque de diminuer. Peut-être un deuxième apprentissage. Fait que, truster que l'LM va continuer à fonctionner, va devenir meilleur, continuer à l'utiliser au maximum. Peu importe le coût, c'est sûr que peu importe, il faut que ça soit bien réfléchi. Là, on peut pas juste rouler ça en arrière-scène sans arrêt. Mais trouver des bonnes façons de l'utiliser puis de l'utiliser en sachant que les coûts risquent de diminuer. Et en RH, sérieusement, peut-être plus spécifique à notre domaine, au début, j'avais quand même beaucoup de doutes.
juste de par mon expérience, dans le sens que j'ai travaillé avec des clients partout dans le monde. La culture est vraiment différente, la façon de parler aux employés, la façon que les entreprises fonctionnent, c'est vraiment différent. Fait que j'avais peur que cette solution, les LLM de base, soient peut-être pas le meilleur candidat pour des relations humaines. Fait que ça, c'est moi au début du journey. Mais aujourd'hui, je suis persuadé que c'est vraiment mieux. Donc, tu sais, les doutes que j'entends souvent, c'est la peur des billets. Lorsqu'on parle d'évaluation de la performance, ça revient toujours. Au début, je me disais, ouais, il faut essayer de vraiment travailler pour prévenir ça. Mais plus que j'avance, plus que je vois que je crois qu'une bonne utilisation de l'intelligence artificielle va diminuer de beaucoup les biais. Dans le sens où les biais humains là, de relations, mettons, sont beaucoup plus grands que les biais d'une machine qui essaye de t'aider à faire quelque chose. Tu sais. Même si la machine est un petit peu biaisée par son entraînement, je pense que son biais va être beaucoup Le plus... biais humain est encore plus important. Ben, définitivement. Là. La machine, elle va regarder un an de données sur des faits, sur des vrais documents, des vraies conversations qui ont eu lieu. Elle va te ressortir qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui n'a pas bien été, par exemple, dans le cadre, mettons, d'une revue de performance. Mais l'humain, on se rappelle de 2-3 semaines. Quand c'est quelqu'un que tu apprécies beaucoup, t'es toujours beaucoup plus positif. Quand ça va moins bien que la personne, t'es toujours plus négatif. Fait que les biais humains sont beaucoup plus forts que les biais d'une machine. Donc, fait que ça, c'est un exemple que j'entendais beaucoup au début, puis qu'aujourd'hui, ben, j'ai été convaincu parce qu'on l'utilise, nous autres, à l'interne. Je fais des revues de performance, puis je trouve que l'intelligence artificielle m'aide à surfacer les bons coups des employés, comme les mauvais, dans le temps. Ça m'aide à mieux écrire aussi. Je veux pas, lorsqu'on travaille avec des gens, la communication est super importante. Puis selon la personne et ta relation aussi, ça peut avoir un impact, la façon dont tu communiques les choses. Et l'intelligence artificielle est tellement bonne pour écrire, pour personnaliser selon le contexte, la façon de parler. Moi, c'est le plus grand gain que j'ai vu dans mon day-to-day vraiment en utilisant l'intelligence artificielle. Basé sur le dernier exemple que vous avez donné là, par rapport au biais humain, par rapport au biais machine, diriez-vous que c'est le cas de WorkLeap AI, mais aussi peut-être d'autres en général, est-ce que bien utilisé, ça peut préserver un équilibre entre la performance et l'humanité dans le contexte de gestion de talent? Moi, je pense que oui. Puis j'aime ça que vous ramenez la question parce que à la fin de la journée, il y a une statistique, je pense, c'est de Gartner qui était les gestionnaires en moyenne passent, je pense, 65% du temps à travailler à faire des tâches administratives, cléricales, donc écrire les tics. Donc, si l'intelligence artificielle peut t'aider à diminuer ce 65%-là par 10 fois, comme mettons, il te reste 5-6% de tâches cléricales parce que l'intelligence artificielle t'aide à faire ça, ben qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le gestionnaire, les leaders vont avoir beaucoup plus de temps pour la relation humaine, pour discuter, pour analyser le travail, pour donner du feedback constructif, vraiment pour faire des choses qui ont un impact sur la relation humaine. Puis, c'est ça. Fait que c'est une technologie, oui, d'un côté, mais si la technologie aide à enlever cette portion de travail clérical là que tout le monde en fait là, dans le monde du travail. Là, donc, c'est capable vraiment de diminuer une grande portion de ça. Puis moi, dans mon travail, je le vois déjà depuis 2 ans là, en tant que chef de produit, faire des analyses de marché, écrire des documents de vision, faire des communications à l'équipe sur certaines décisions. Donc, j'ai énormément de travail que maintenant je fais à l'aide avec ChatGPT. C'est qu'est-ce que ça m'a permis de faire? 2 choses, de passer plus de temps avec mes équipes d'un bord, parce que la job que je devais faire manuellement avant me prenait, mettons, beaucoup plus de temps. Et deuxièmement, ce que j'ai remarqué aussi, malgré que l'entreprise grandit, on a de plus en plus de clients, ben par rapport à il y a 2 ans, je pense que je passe sûrement 5 à 10 fois plus de temps avec mes clients. Donc, j'ai le temps, des fois je m'en vais au centre-ville, je vais voir un client en personne, je prends le temps d'y aller, puis j'apprends tellement plus, puis le feedback devient plus riche, le travail qu'on fait devient encore plus réel. Donc, vraiment, ça me donne le temps malgré le scale de notre business, ça me donne le temps quand même d'avoir l'aspect personnel de la chose. Fait que je le vois avec nos clients, puis je le vois avec mes équipes aussi. Là. En faisant de la lecture, je voyais que vous mentionniez que 77%
des professionnels en RH sont enthousiastes par rapport à ce type d'outil-là, mais prudents. Comment parce que c'est clair que vous êtes convaincu et vendu à travers tout le processus que vous avez. Comment vous répondez à cette inquiétude-là par rapport à la vie privée puis à la sécurité? Ouais, je travaille avec des experts en ressources humaines depuis plusieurs années. Une chose qui est certaine, souvent, les gens qui sont dans ce domaine-là, souvent, n'ont pas le background technique. Donc, lorsqu'on arrive avec des projets technologiques, ça fait peur ou pas nécessairement peur, mais ils savent pas nécessairement par où commencer, comment le faire, tout ça. Donc, je pense que moi, ce que je conseille souvent à mes clients, parce qu'effectivement, on arrive avec une solution qui est assez avancée. Fait que la façon qu'on a bâti Work API, c'est qu'on a certains niveaux d'adoption que le client peut faire, peut commencer très, très petit avec uniquement les données de notre produit, admettons. S'il désire ajouter ses données d'entreprise, c'est une deuxième étape. Puis troisième étape, ça va être un petit peu plus tard, c'est en cours, là, mais ça va être de la prise de décision sur certaines choses qui va pouvoir être configurées. Fait que vraiment, c'est d'y aller étape par étape, mais de commencer. Fait qu'à la fin de la journée, je pense que puis tout le monde aime ça, découvrir ce qui est possible. L'engouement, je le vois, puis ça a changé aussi depuis 12 mois, je vous dirais. Là, comme quand je rencontrais des clients, au début, il y avait plus d'inquiétude. Maintenant, je vois plus de l'excitation. Donc, je pense que en un an, puis même, je dirais même 6 mois, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'imagine que c'est peut-être le marché au complet ou tout le monde a vu au moins un exemple qui a vraiment réussi à les aider, donc ils sont plus ouverts à la technologie, mais j'ai vraiment vu un gros changement dans les 6 derniers mois sur les gens ont moins peur, sont plus excités. Puis la plupart des entreprises, nous autres on travaille avec les entreprises, là, mais la plupart des entreprises, ils semblent avoir un mot d'ordre, comment qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle pour être plus efficace dans notre travail, autant au niveau des RH, qu'au niveau des ventes, qu'au niveau du support, dans tous les niveaux. Fait qu'il semble y avoir un mot d'ordre que l'IA est là pour rester. Les exécutifs semblent vouloir revoir la façon de travailler avec l'intelligence artificielle. Donc, c'est vraiment Fait que j'ai l'impression que c'est une panoplie de facteurs. Là. J'ai pas fait une étude complète, là, mais ce que je vois avec nos clients, vraiment, c'est beaucoup d'excitation en ce moment. Pas le chiffre exact, là, on a déjà plus de 60% de nos clients qui l'ont activé dans leur truc. Moi, je fais du produit depuis 15 ans, puis j'ai jamais vu une nouvelle fonctionnalité qui a aussi haut taux d'adoption aussi rapide. Donc, on voit que le marché est prêt, en recherche et veut utiliser ça. Quand on a passé autant de temps à travailler puis à développer un outil comme ça, que maintenant on voit que les clients l'utilisent, qu'ils l'apprécient, c'est quoi le prochain défi pour vous? Le prochain défi, c'est vraiment d'avoir une solution en soi, ça reste un défi parce que la technologie bouge tellement. Je suis un technologue, là, je suis un ingénieur de formation, je fais du logiciel depuis 20 ans maintenant, mais j'ai jamais vu un écosystème aussi rapide qui change aussi vite que ça. Fait que de garder, dans le fond, une solution qui est au top du marché, juste ça en soi, c'est un bon défi. Mon deuxième défi, c'est vraiment d'avoir une profondeur dans tout ce qu'on fait. C'est déjà ça qu'on fait, mais il faut encore y aller encore plus profond pour être sûr que avec les données qui sont uniques à nous, dans le fond, je pense que c'est ça aussi la clé. Là. Fait que avec les données uniques que tu possèdes, comment tu fais pour aller vraiment plus loin qu'un ChatGPT, Copilot, Gemini de ce monde. Donc vraiment, je pense que c'est là le gros différenciateur. Donc pour nous, c'est vraiment de continuer à creuser. Fait qu'on va avoir quelques use cases clés, comment qu'on fait pour être 10, 15, 20 fois meilleur que des technologies qui sont super puissantes de façon standalone, mais d'être capable de faire ça, de un, puis après ça, de bien jouer aussi avec... ça, c'est l'étape 1. Puis l'étape 2, je pense qu'à terme, on va avoir de plus en plus de compagnies qui font comme Work API, là, des petits agents textuels dans les applications, tout ça, mais un utilisateur, à la fin de la journée, n'utilisera pas 15 applications de chat pour faire sa job. Donc, comment qu'on assure une bonne complémentarité de chacun de ces sous-systèmes-là. Ça commence déjà là. Donc, les agents, c'est un petit peu ça, dans le fond. Fait que comment dans le fond, ces agents-là parlent ensemble pour vraiment t'aider à faire un meilleur travail.
Donc, dans une interface probablement plus unique ou peut-être dans ChatGPT ou dans Copilot, là, fait que comment ces différents erreurs-là parlent ensemble pour le faire. C'est pour ça que je pense que pour des solutions verticales comme nous autres, c'est vraiment important d'aller pousser ce que toi, tu es capable de donner, que ton agent est capable de donner beaucoup plus loin que ce que les ChatGPT de ce monde vont être capables de faire sans nos données, dans le fond. Guillaume Roy, je rappelle que vous êtes chef de produit et cofondateur de WorkLeap. Merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions. Puis bonne suite, parce que j'ai l'impression que vous avez encore beaucoup de travail sur la planche. Beaucoup de plaisir, beaucoup de travail, mais c'est stimulant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bruno. Bye. Au revoir. On parle souvent d'intelligence artificielle sous l'angle des grands modèles qui répondent à nos questions ou qui génèrent des textes ou des images. Mais il existe une autre réalité plus discrète qui se joue au cœur des circuits électroniques qu'on retrouve dans tous nos appareils. C'est là que des chercheurs travaillent à intégrer des algorithmes capables d'apprendre, de s'adapter et même de prendre certaines décisions directement à l'intérieur des systèmes. C'est le domaine de recherche de ma prochaine invitée, une doctorante en informatique spécialisée en microélectronique qui s'intéresse aux systèmes complexes, à la microélectronique et à la manière dont l'intelligence artificielle peut rendre ces circuits plus robustes, plus intelligents et plus autonomes. Pour en savoir plus sur cette réalité, cet univers méconnu, on va rejoindre mon invité. Bonjour, Radia Kazuri. Bonjour, comment ça va bien? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. D'où vient votre intérêt envers l'informatique, la microélectronique et les systèmes complexes? Alors, tout d'abord, moi, je viens d'un parcours en informatique avec une spécialisation vers les systèmes microélectroniques. Ce qui m'a toujours fasciné d'aller vers ce domaine d'études, c'est bien la complexité. Donc, c'est comprendre comment plusieurs éléments interagissent, comment des systèmes peuvent s'autoréguler et surtout comment on peut apporter de la prédiction sans devoir passer par uniquement des logiciels comme on le fait dans les années passées. Donc, pendant mes études, je me suis rapidement intéressée aux algorithmes prédictifs qui représentent aujourd'hui des mécanismes qui permettent à un système d'apprendre à partir de ce qu'il vit, de s'ajuster en temps réel, ainsi de suite. Donc, j'ai trouvé là un vrai pont entre mathématiques, informatique et ingénierie électronique. Donc, aujourd'hui, je suis doctorante et mon projet porte justement sur le développement de ces algorithmes appliqués à des circuits microélectroniques. Ce sont des circuits qu'on retrouve partout, mais qu'on ne voit jamais. Voilà. Mais quand on lit à votre sujet, l'expression système complexe revient souvent. Qu'est-ce que c'est, ça, des systèmes complexes? Ce sont des circuits électroniques. C'est comme, je vais donner l'exemple avec un PC, un ordinateur portable. C'est quand on ouvre le boîtier, on voit plein de chips à l'intérieur. C'est vraiment ça qu'on veut dire par système complexe. Voilà. Ouais. Moi, je travaille sur une IA qui est beaucoup plus discrète, mais toute puissante. Donc, ce sont des algorithmes qui sont intégrés d'ailleurs dans ces circuits complexes et vont surveiller des signaux en temps réel. Identifier des variations anormales et les corriger avant que ça ne devienne une erreur ou un problème. Mais il reste que ce qui vous fascine, vous, c'est vraiment d'arriver à comprendre comment le processus de décision fonctionne. Exactement. De quelle façon vous intéresse la démarche de prise de décision d'un algorithme? Qu'est-ce qui vous fascine là-dedans? Dans l'électronique, surtout l'embarqué, tout se joue sur des équilibres qui sont très fins. Donc, une petite erreur de fréquence ou de tension, par exemple, peut se propager et faire dérailler tout un système. Donc, les systèmes de prédiction en général permettent d'être proactifs, donc de corriger des choses avant que l'erreur ne soit visible. Moi, je trouve qu'on a quitté l'ère des systèmes rigides, mais aujourd'hui, tout est devenu de plus en plus dynamique. Les réseaux changent, les conditions évoluent vite. Donc, un système qui peut s'ajuster seul devient un vrai avantage, voire une nécessité. C'est là où ma recherche est en train de se faire. Et c'est quoi, selon vous, les principaux défis jusqu'à maintenant que vous avez eus dans cette recherche-là? J'essaie de rendre les circuits plus intelligents dans la manière de réagir. Donc, des modifications internes de façon fine se sont faites,
Puis on évite aussi les recalibrages manuels et surtout on gagne en robustesse. Mais pour revenir à ta question, ça serait la prise de décision elle-même. Est-ce que l'algorithme veut prendre une décision lui-même ou pas? Ces algorithmes ils prennent des décisions techniques de type j'augmente ceci ou bien je corrige cela, mais ils restent dans un cadre. Ce sont des outils. Ce qu'ils font, est très utile, très efficace, mais ils ne décident pas des objectifs, ils ne choisissent pas leur mission. Et je pense que c'est ça le plus gros défi. C'est une limite importante. Hors de leur domaine de validité, ils peuvent se tromper. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre leurs capacités, leurs missions, leurs limites, comme au moment de les concevoir. Dans vos recherches, vous évoquez la notion de prise de décision algorithmique. Selon vous, à quel point on peut vraiment parler d'autonomie pour ces systèmes? Dans mon projet de thèse, on utilise de l'intelligence artificielle ou de la prédiction, mais ce n'est pas une IA spectaculaire à laquelle on pense souvent. C'est une IA qui est silencieuse, intégrée, qu'on appelle souvent embarquée, l'IA avec l'électronique. Donc, elle n'a pas besoin de cloud ni de données massives. Elle fonctionne localement dans des environnements contraints, mais elle est capable d'apprendre, de s'adapter et surtout de prendre des décisions sans être reprogrammée. Et donc, elle peut être autonome par rapport au système dans lequel elle est embarquée. Oui, mais la prise de décision, on peut pas dire qu'elle est autonome à 100%. Selon vous, est-ce qu'elle est plus autonome qu'une IA plus connue comme Elle est rarement autonome au sens fort. Donc, il dépend de sa conception, de ses données et de ses critères d'évaluation. Bah, certes, il peut nous aider, nous compléter, nous soulager de certaines tâches de réglage ou de surveillance. C'est là que je vois sa vraie force, dans l'assistance intelligente, pas dans la substitution. On parle beaucoup de boîtes noires en intelligence artificielle. Est-ce que dans les petites IA sur lesquelles vous travaillez, ça existe aussi? Est-ce que vous avez une bonne idée de comment elle fonctionne, la petite IA sur laquelle vous travaillez? Non, je ne suis pas encore arrivée à ce stade-là. Je suis vraiment au tout début là, avec de l'intelligence artificielle avec ma recherche. Oui, cela fait près 8 mois, mais je ne suis pas encore arrivée à ce stade-là. Je n'ai vraiment pas de réponse claire là-dedans. Et dans votre démarche, comment vous conciliez la rigueur mathématique des algorithmes avec des réflexions plus abstraites sur la logique ou le raisonnement? Pour moi, la logique est centrale. C'est ce qui permet à un système de ne pas juste imiter, mais de comprendre ses propres règles. Donc, dans mon travail, chaque algorithme est basé sur des équations, mais aussi sur la logique d'ajustement de stratégie. Est-ce que vous pensez que l'intelligence des systèmes peut évoluer vers une forme de raisonnement comparable à celui des humains? Ben oui, parce que je trouve que l'IA va certainement prendre des tâches répétitives ou très ciblées, mais plus on est capable d'analyser, de créativité, de communication et de compréhension interdisciplinaire, plus on reste indispensable. En tant que chercheur, quel regard vous portez sur l'évolution de l'IA en général? J'utilise l'IA sous forme de modèle adaptatif que je développe moi-même, donc une IA que je programme plutôt qu'une IA toute faite. Donc, ce qui est important pour moi, c'est vraiment de garder le contrôle sur ce que l'algorithme fait. Je ne laisse jamais un algorithme ou bien une IA prendre des décisions critiques sans supervision. Moi, je trouve que c'est un outil, pas une autorité. Assez intéressant d'entendre ça. Mais est-ce que vous trouvez que vous pouvez faire plus avec l'IA si vous comparez quand vous avez commencé votre cheminement académique et aujourd'hui? Est-ce que vous avez vu une évolution? Oui, on aura certainement d'ici quelques temps des circuits qui s'auto-réparent, s'auto-calibrent, s'optimisent de façon de l'usage. Donc, l'intelligence sera peut-être invisible, intégrée dans la manière même du système. Donc, c'est ça. Je reviens à la microélectronique. Quand on parle de l'intégration de l'IA dans des domaines critiques là, comme la microélectronique, est-ce que vous voyez des risques de mal anticiper des choses? Certainement oui, mais cela dépend vraiment des paramètres qu'on fait rentrer et de cahier de charge qu'on a. Votre travail, il s'inscrit dans une forme de pluridisciplinaire, là. Vous avez de l'ingénierie, de l'informatique, de la logique. Est-ce que c'est une richesse ou un défi dans votre quotidien de chercheur? C'est les deux en même temps. C'est-à-dire? D'un point de vue professionnel, je trouve que vraiment c'est de la fascination. Mes journées sont très, très longues, donc entre recherche, enseignement et ainsi de suite. Et d'un autre côté, je vois que vraiment je déploie beaucoup d'efforts là-dessus. Si on vous donnait carte blanche, quel enjeu scientifique ou éthique vous aimeriez voir davantage explorer dans votre domaine? L'automatisation des tâches techniques.
on va dire. Ouais. Et qu'est-ce qui vous intéresse là-dedans? Je trouve que l'intelligence artificielle peut automatiser certaines tâches techniques, mais parfois mieux et plus vite que nous. Mais c'est ça, comme je disais, elle ne remplace pas la créativité humaine ni la responsabilité. Donc, c'est là où on voit un pont entre ingénieur, bien un scientifique, un chercheur scientifique et un agent d'intelligence artificielle. Pour ne pas citer un agent, on va l'appeler agent d'intelligence artificielle, c'est ça. En terminant, quel conseil vous donnez à un jeune chercheur qui veut naviguer entre technique pure et questionnement plus fondamental? Je leur conseille de vraiment aller de l'avant. C'est le cégep, c'est de faire des études supérieures, en cycle supérieur. La recherche scientifique existe et c'est vraiment de la fascination là-dedans. Radia Kassouri, vous êtes docteur en informatique, système électronique. Merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions. Merci beaucoup, Bruno. Au revoir. Maintenant, direction Toronto pour retrouver Carl-Édouard Michel qui nous parle cette semaine de l'événement Gamescom qui se tient chaque année à Cologne, en Allemagne. Et aujourd'hui, c'est le plus grand salon de jeux vidéo au monde. Alors, il nous partage ses coups de cœur de cette édition 2025. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous parle de la Gamescom. C'est le plus grand salon du jeu vidéo au monde en termes de visiteurs et de surface. L'événement dure 5 jours. On a 2 journées réservées aux professionnels de l'industrie qui s'appellent Industry Days et le reste ouvert au grand public. Donc c'est vraiment un événement d'envergure. On parle de plus de 400 000 visiteurs qui viennent de partout dans le monde. Il y a plus de 1500 exposants, des studios de jeux, des éditeurs, des startups, des gens du monde du e-sports. Donc, c'est vraiment un événement à ne pas manquer à chaque année. Ça a débuté ce mercredi et à chaque année, il y a évidemment le Opening Night Live, le ONL. C'est un show animé par Jeff Keighley, le même qui est derrière les Game Awards. Donc, c'est vraiment le moment des grandes annonces, des bandes annonces, les premières mondiales pendant 2 heures, ça n'arrête pas, ça se défile un après l'autre. Alors j'ai voulu vous en parler aujourd'hui, vous parler des jeux ou des annonces qui m'ont marqué, pas juste pendant le Opening Night Live, mais aussi après il y a eu un événement de Xbox. Donc on commence tout de suite avec l'Opening Night Live. Un des jeux qui m'a marqué dès le départ, c'est Silent Hill F. Alors c'est vraiment un jeu terrifiant pour ceux qui connaissent ce fameux jeu de Silent Hill, un jeu d'horreur. Je me suis pas encore complètement remis du remake de Silent Hill 2 l'an dernier, mais j'espère être prêt à temps pour la sortie de Silent Hill F qui a été annoncée le 25 septembre prochain. Donc, vous allez pouvoir jouer à ce jeu-là. Un autre jeu qui m'a intéressé aussi, c'est Call of Duty Black Ops 7. Donc, évidemment, pour les amateurs de Call of Duty, on sait c'est cette année qu'on va avoir le nouvel opus de la série. Donc, le lancement est prévu pour le 14 novembre. Donc, on a eu le droit à une belle bande-annonce et aussi, évidemment, de la date de sortie. Donc, ça, préparez-vous pour les amateurs de tir à la première personne avec Call of Duty Black Ops 7 qui sort le 14 novembre. Un autre qui m'a marqué, et ça, c'est un peu pour toute la famille, mais aussi pour les fans de Batman. C'est Lego Batman qui a sa sortie prévue en 2026. On n'a pas de date exacte, mais on sait que ça va être en 2026. Ce qui m'a marqué dans l'annonce, c'est que le jeu rassemble des décennies de Bat-lore, incluant les films de Christopher Nolan, de Batman de Matt Reeves et aussi Batman Returns de Tim Burton. Donc tout ça dans le même jeu. Donc ça va être assez intéressant de voir tout cet historique de Batman qui va se retrouver dans ce jeu Lego. Les jeux de Lego, en passant, sont toujours très, très bien faits pour ceux qui n'ont pas eu la chance de les jouer. Donc, je pense que ça va être un qui va être très attendu. Un autre que j'ai beaucoup aimé, une autre annonce, c'est World of Warcraft Midnight. Donc, Blizzard a publié la nouvelle cinématique de Midnight. C'est la 11e extension du MMORPG et la 2e de la trilogie World Soul. Donc, pour les gens
fans de World of Warcraft, ça s'en vient très bientôt. On n'a pas de date, mais on a eu quand même cette belle bande-annonce. Alors, je vous parle maintenant de séries TV. Vous allez me dire pourquoi. Ben, c'est parce que de plus en plus, il commence à avoir des jeux vidéo qui sortent en série TV. Évidemment, vous avez sûrement entendu parler de Last of Us. Et là, Fallout, on a eu une belle annonce pendant cette Opening Night Live. Fallout saison 2 qui sera disponible cette année à partir du 17 décembre. Donc, on va même aller à New Vegas. On a eu un petit teaser, là, donc ça va être assez intéressant pour les amateurs de Fallout, la série, mais aussi de Fallout, le jeu. On va retrouver Ella Purnell qui joue Lucy McLean. On a aussi Walton Goggins qui joue le fameux Ghoul, et sans oublier évidemment Aaron Moten qui joue Maximus. Donc, ce sera disponible sur Amazon Prime dès le 17 décembre. Aussi parlant de vidéos et de séries TV, il y a aussi Tom Clancy Splinter Cell Dead Watch qui a été annoncé. Ça, c'était pas pendant le Opening Night Live, ça a été annoncé le lendemain. Donc, Dead Watch, qui est une série animée disponible sur Netflix, écrit par le même scénariste que John Wick. Donc, ça devrait être assez intéressant. Donc, ce sera disponible sur Netflix. On n'a pas encore de date pour celui-là. Alors, je retourne pour ce Opening Night Live. On a eu une belle... Pour ceux qui connaissent le jeu Clair Obscur Expédition 33, c'est un jeu à succès qui vient de la France. On a eu droit à une superbe prestation de la chanson thème interprétée par Alice Duport-Percier et Laurien Tétard qui, lui, était à la guitare. C'était vraiment magnifique. Je vous invite à retrouver cette performance sur YouTube. Vraiment une belle... un beau moment plutôt pendant cette soirée-là. Indiana Jones and the Great Circle. Donc, pour ceux qui ont eu la chance de jouer Indiana Jones et The Great Circle l'année dernière, eh bien, vous allez pouvoir jouer The Order of Giants. C'est le nouveau DLC qui sera disponible le 4 septembre. Et ce sera aussi, on nous a annoncé que ce sera jouable sur la Switch 2 à partir de 2026. Donc, pour ceux qui ont une Switch 2, vous allez pouvoir jouer à Indiana Jones and the Great Circle à partir de 2026. Resident Evil Requiem, un de mes favoris. Alors, on a eu droit à vraiment un petit teaser, même un peu de gameplay par rapport à Resident Evil Requiem. Donc, on semble revenir aux sources là avec une atmosphère de suspense à l'intérieur. Cette fois-ci, ça se passe dans un hôtel. Donc, Resident Evil Requiem qui sera disponible sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X et tout ça le 27 février 2026. J'ai bien hâte de jouer à ce jeu-là. Je suis un grand fan de la série Resident Evil, donc bien hâte de jouer à Resident Evil Requiem. Pour les fans de Ghost of Tsushima et le tout nouveau Ghost of Yote qui sera disponible très bientôt, eh bien, on nous a annoncé que elle recevra l'an prochain un mode gratuit en coop appelé Legends et ça ressemble à celui ajouté par la sortie de Ghost of Tsushima. Donc, bien hâte de voir ça. Le jeu sort le 2 octobre prochain et Sony a partagé une nouvelle bande-annonce pendant cette présentation-là. Alors, après le gros succès de Black Myth Wukong, développé par le studio chinois Game Science, eh ben, on nous a annoncé Black Myth Zhonghui. Ça a été présenté en grande surprise dans un fameux moment, là, One More Thing, là, à la Apple. Donc, ça a été présenté à la toute fin du Opening Night Live. Encore une fois, Black Myth Wukong a été un gros succès l'an dernier. Donc, on a bien hâte de voir Black Myth Zhonghui. Qui sera, on sait pas quand ça va sortir, mais on a quand même eu un très très bon teaser de ce côté-là. Et puis, ça, c'était pour la fin du Opening Night Live. Évidemment, jeudi, on a eu toute la série de Xbox, une présentation de Xbox, mais ce qui m'a plus retenu, évidemment, plein de jeux qui ont été présentés, mais ce qui m'a retenu le plus, c'est vraiment que Xbox a officialisé la date de sortie pour le Rogue Xbox Ally et le Ally X. C'est une console portable de Xbox créée en partenariat avec Asus, le fabricant d'ordinateurs. Alors, Xbox a aussi annoncé son programme de compatibilité, donc pour aider les joueurs à bien comprendre quels jeux sont optimisés pour la console Rogue Xbox Ally. Donc la console sera disponible cette année
le 16 octobre partout. Donc, j'ai bien hâte aussi de pouvoir tester cette console-là. Donc, au final, une très belle façon de donner le ton au Gamescom qui se termine ce dimanche, le 24 août. Donc, si vous avez la chance et si vous aimez les jeux vidéo et vous voulez en savoir plus sur tous ces jeux qui vont sortir, je vous invite à suivre ça sur le site de Gamescom. Alors, je vous laisse là-dessus. C'est Carlo de Michel. À la prochaine. On retrouve maintenant Stéphane Berthomin pour sa chronique du Podcastologue, un moment où il décortique pour nous les grandes tendances et les bouleversements du monde de la balado-diffusion. Et vous allez voir, l'actualité de ces jours-ci a été particulièrement riche, avec des annonces qui touchent autant les acteurs historiques que les nouvelles ambitions des plateformes. Bonjour mon cher Bruno, bonjour auditrices et auditeurs de mon carnet, Stéphane Berthomet pour la chronique hebdomadaire du Podcastologue. Alors de quoi je vais vous parler cette semaine ? Je vais consacrer cette chronique à l'actualité. On va parler du rapprochement de Podcast Movement et de Sounds Profitable, qui est beaucoup plus qu'un rapprochement en fait, qui est un achat. On parle de la réorganisation de Wondery par Amazon et des conséquences en termes d'emploi qui en ont découlé, et des ambitions de Spotify dans l'usage de l'intelligence artificielle qui ont de quoi donner de l'espoir à certains, mais d'en inquiéter beaucoup d'autres. Alors, on parle d'abord de cette fusion, de cette acquisition en réalité, puisque Podcast Movement s'achète la compagnie Sounds Profitable. Alors, Podcast Movement, qu'est-ce que c'est ? C'est le plus grand regroupement de conférences aux États-Unis, en Amérique du Nord, dans l'univers du podcast. J'ai déjà assisté à ces conférences-là. C'est plusieurs milliers, 3, 4, 5 000 participants à des conférences avec des professionnels, des entreprises de l'univers du podcast, des hébergeurs, des podcasteurs évidemment, des conférences de très haut niveau qui sont très pointues, très intéressantes. Et Sounds Profitable participait déjà à ces conférences-là en analysant les données, en révélant des résultats d'études qui avaient été faites. Mais là, Sounds Profitable vient d'être acheté par Podcast Movement. Donc, c'est une annonce qui est quand même importante dans le secteur parce que ça consolide la crédibilité de l'univers du podcast avec celui des annonceurs et des agences médias, parce que Sounds Profitable ne fait pas que de l'analyse statistique de l'univers du podcast. Ils sont très axés sur les aspects financiers et monétisation du podcast. Donc, ils vont apporter un regard encore plus pointu et ils vont lier encore plus leurs études, évidemment, aux rencontres de Podcast Movement, qui sont encore une fois des piliers de l'univers du podcast aux États-Unis. Donc, ça va donner plus de visibilité pour des chiffres et des éléments clés de l'univers du podcast. En ces termes-là, c'est une très bonne nouvelle. C'est un achat qui, paraît-il, a été fait à grands frais. J'en suis pas surpris parce que Sounds Profitable est, selon moi, l'entreprise qui fait les meilleures études, les plus pointues, les plus précises et les plus opérationnelles sur l'univers du podcast. Si vous les connaissez pas, je vous encourage vraiment à aller voir ce qu'ils font. L'autre grande nouvelle de ce mois-ci, de la semaine même peut-on dire, c'est cette annonce qui a été faite à la mi-août, c'est la réorganisation du studio Wondery par Amazon, une réorganisation qui s'accompagne malheureusement du licenciement de plus de 100 employés, on parle de 110 personnes. À quoi mène cette réorganisation ? Eh bien, elle mène à ce que les podcasts narratifs et documentaires sont transférés chez Audible, qui est la plateforme historique d'Amazon spécialisée dans les livres audio, et Wondery, de son côté, va se concentrer sur les podcasts de célébrités, les podcasts de divertissement, les talk-shows, comme ceux produits par des personnalités américaines. Je ne sais pas si vous suivez ça dans l'univers francophone, mais c'est le côté un petit peu bling-bling du podcast qui marche très très bien, heureusement ou malheureusement, chacun peut voir ça comme il veut. Cette réorganisation, elle est vraiment le fruit d'une stratégie qui est assez claire pour Amazon, deux logiques distinctes. D'un côté, Audible devient la vitrine du storytelling narratif, du documentaire, avec une approche qui comprend le livre audio, donc une production éditoriale plus poussée, et de l'autre côté, Wondery se transforme en une sorte de moteur de contenu à forte visibilité, à fort impact pour attirer un large public, et on sait que évidemment là vise des opportunités commerciales. Ça devrait offrir plus de moyens au format narratif, on l'espère. Si finalement il y a plus d'argent qui rentre du côté de Wondery, est-ce que ça va nourrir l'écosystème Audible ? On l'espère. Vous savez que chez Audible, c'est avant tout une logique d'abonnement. Donc, c'est un mouvement assez
assez large de la part d'Amazon. On est sur une stratégie qui s'est clarifiée aussi. C'est au détriment d'une centaine d'emplois. C'est très malheureux. C'est une rationalisation aussi, bien entendu, de l'écosystème. Malheureusement, on est un peu dans cette logique en ce moment. Après une expansion parfois effrénée, on est en phase de rationalisation. Alors à propos de rationalisation ou en tout cas de recherche d'efficacité et peut-être pas dans la bonne direction, j'en sais rien encore. Spotify et l'usage de l'intelligence artificielle, c'est ma 3e nouvelle de la semaine. C'est un dossier majeur parce que Spotify veut intégrer dans sa stratégie l'intelligence artificielle. Le PDG de l'entreprise a présenté ça comme un des grands axes de développement, la traduction automatique des podcasts associée au clonage des voix. L'objectif étant de permettre à tous les auditeurs dans différentes langues d'écouter un même podcast traduit en voix de synthèse dans sa langue d'origine. Alors, il y a un avantage potentiel, évidemment. On s'imagine que c'est bien pour l'écoute des podcasts. On va augmenter la surface d'écoute et on va augmenter la possibilité d'accéder à de nouveaux marchés. Pour les auditeurs, ça peut être une opportunité. Toutefois, pour les créateurs, les créatrices, les producteurs, il y a évidemment des questions qui se posent. Quelles voix vont être clonées? Est-ce que on va pouvoir donner son autorisation à ce clonage? Est-ce qu'il va y avoir une automatisation de la traduction? Quelle valeur éditoriale on va pouvoir apporter à ces versions qui ont été traduites avec des voix de synthèse qui sont de plus en plus efficaces, il faut le reconnaître, mais qui parfois portent vraiment des défauts intrinsèques qui sont importants. Et puis, il y a d'autres questions, la question éthique, évidemment, et des questions juridiques. Qu'est-ce qui se passe quand ce clonage est mal fait ou qui traduit des propos de la mauvaise façon? Ça lance encore beaucoup de questions et ça va être un sujet évidemment qui va nous porter à réfléchir sur l'apport et les dangers de l'intelligence artificielle dans l'univers audio. Alors voilà, ces 3 annonces récentes, elles sont un peu le portrait de l'univers audio aujourd'hui et du podcast, les fusions, des réorganisations et une poussée de l'intelligence artificielle. On est toujours dans ce moment charnière de l'industrie du podcast avec des consolidations, des réorganisations. Reste une question centrale, comment maintenir l'équilibre entre cette logique industrielle financière et pour la pérennité du secteur, et puis la diversité créative qui a fait de ce médium un élément si unique et attractif de l'univers du divertissement et du savoir et de la connaissance. C'est là que tout va se jouer dans les prochaines années du podcast. Alors je vous dis à bientôt et que l'audio soit avec vous. Cette semaine, Stéphane Ricoul nous propose une réflexion sur ce qu'il appelle l'économie de la délégation. Avec l'arrivée annoncée des robots humanoïdes dans nos foyers, une nouvelle étape s'ouvre dans notre rapport au numérique, une étape qui soulève autant d'espoir que de questions. Il est 7h12. Vous ouvrez les yeux. Dans la lumière douce de la chambre, il est déjà là. Il a préparé le café, ajusté la température, programmé la journée. Il sait que vous avez mal dormi. Normal, il a entendu vos mouvements nocturnes. Il vous propose un petit déjeuner plus riche en protéines, car il a aussi détecté une baisse de votre tonus musculaire au réveil. Ce « il » dont je parle ici n'est pas un membre de votre famille. Ce n'est pas non plus un ami. C'est Optimus, le robot humanoïde de Tesla. Mais cela pourrait aussi être un de ses cousins technologiques. Depuis son arrivée dans votre foyer, tout est devenu plus simple, plus rapide, plus fluide. Vous ne cherchez plus vos clés, il sait où elles sont. Vous ne notez plus vos rendez-vous, il les gère. Vous ne vous demandez plus quoi manger, il optimise vos repas. Il ne se trompe jamais, ou si rarement, que vous avez oublié ce qu'était une erreur humaine. Pourtant, au fil des semaines, quelque chose d'étrange s'installe. Ce robot qui se déplace et interagit avec vous presque comme une personne ne se contente pas d'exécuter des ordres. Il vous observe. Pas seulement quand vous parlez, mais aussi quand vous vous taisez. Il enregistre vos micro-expressions, le rythme de vos pas, la tension de votre voix quand vous rentrez tard. Ce n'est pas intrusif en apparence puisque tout est enveloppé de politesse algorithmique. Mais il sait.
Et ce savoir a de la valeur, pas pour lui, un peu pour vous, mais surtout pour son fabricant. Car il s'agit d'or pur. Les géants du numérique ont toujours eu faim de données, mais jusqu'ici, leur appétit se nourrissait de vos clics, de vos recherches, de vos messages. Demain, ou plutôt aujourd'hui, ils peuvent aspirer à bien plus. Ils ont accès à vos habitudes corporelles, vos humeurs quotidiennes, la manière dont vous réagissez à une mauvaise nouvelle ou à une bonne surprise. Des données d'un nouveau type, continues, contextuelles, profondément intimes. Ce scénario n'est pas tiré d'un film de science-fiction, il est directement issu des orientations actuelles de l'industrie technologique. Tesla, avec son robot Optimus, annonce un lancement grand public dès 2026. Meta développe des humanoïdes qui pourraient redéfinir l'interaction sociale dans nos foyers. Apple, plus discret mais tout aussi déterminé, expérimente des formes robotisées destinées à s'intégrer naturellement dans nos routines domestiques. Ces projets s'inscrivent dans une logique globale où le robot personnel devient la prochaine grande interface entre nous et le numérique. Pour remplir ce rôle, ces machines devront être bien plus qu'efficaces. Elles devront comprendre ce qui fait de nous des êtres humains, nos émotions, nos habitudes, nos codes implicites. Cette compréhension passera par une observation continue, parfois imperceptible, mais omniprésente. Et c'est là que l'économie de la délégation prend toute sa dimension. Nous leur confierons pas seulement des tâches, mais nous leur offrirons volontairement ou par simple usage une part de notre intimité. L'intérêt économique de cette intimité est immense. Les données issues de nos interactions avec ces robots seront d'une précision et d'une richesse sans précédent. Là où le réseau social mesure votre activité en likes et en commentaires, un robot humanoïde peut capter la nuance de votre sourire, la légère tension dans votre posture, la variation infime de votre voix quand vous êtes contrarié. Chaque geste, chaque silence devient une information exploitable pour améliorer ses performances et alimenter les modèles d'intelligence artificielle qui, à leur tour, le rendront plus performant encore. À mesure que ces systèmes progresseront, la relation pourrait évoluer vers quelque chose de plus subtil, de plus influent. Un robot capable d'anticiper vos besoins mieux que vous-même, de choisir le ton juste pour vous convaincre ou vous apaiser, pourrait devenir un interlocuteur privilégié, non plus seulement pour des tâches pratiques, mais pour des décisions plus personnelles. L'histoire récente de la technologie nous a appris que ce qui commence comme un confort ponctuel peut devenir une dépendance structurelle. Cela ne signifie pas que cette évolution soit forcément négative. Les bénéfices potentiels sont réels. Pensez à l'assistance aux personnes âgées ou isolées, au soutien aux personnes en situation de handicap, à l'optimisation des tâches domestiques ou encore à la réduction de la charge mentale. Mais ils ne doivent pas masquer une autre réalité. En installant ces machines au cœur de notre quotidien, nous leur donnons accès à une connaissance intime qui, pour les entreprises qui les conçoivent, représente une ressource économique majeure. Et c'est là que la question dépasse la simple technologie. Elle devient éthique, culturelle et économique à la fois. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller? Quelle part de nous-mêmes voulons-nous déléguer? Et surtout, qui décidera des usages de ces données? Dans un marché mondialisé, la tentation d'exploiter pleinement ce gisement inédit sera forte. Plus la technologie progressera, plus la frontière entre l'outil et le partenaire s'effacera. L'économie de la délégation ne se construit pas par contrainte, mais par consentement. Elle s'appuie sur notre procrastination naturelle, ou plus élégamment dit, sur notre goût pour la simplicité, notre recherche d'efficacité et notre tendance à faire confiance à ce qui fonctionne bien. C'est précisément cette douceur d'intégration qui la rend si puissante. Elle ne demande pas la permission de bouleverser nos vies, elle s'installe naturellement dans leur flux. Nous sommes encore à un moment charnière, où les choix et l'encadrement juridique sont possibles. Les robots humanoïdes ne sont pas encore omniprésents, mais leur arrivée est imminente. Les décisions que nous prendrons aujourd'hui détermineront la nature de notre relation avec eux demain. Si nous fixons des limites claires, ils resteront des assistants précieux. Si nous les laissons franchir certaines frontières, ils pourraient devenir des acteurs autonomes et influents de notre intimité.
Avant de leur confier plus que des tâches, souvenons-nous qu'ils ne travaillent jamais seuls. Derrière leur politesse algorithmique se trouvent des entreprises, des infrastructures, des stratégies à long terme comme Stargate et ses 500 milliards aux États-Unis pour ne citer qu'elles. Et l'économie de la délégation, une fois enclenchée, ne se contentera jamais de ce qu'on lui donne, mais cherchera toujours un peu plus. C'est le moment d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain pour parler UX. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, est-ce que c'est ma tête qui me joue des tours ou est-ce que effectivement je commence à voir disparaître le titre de UX? Ben, ça s'intègre. Je pense qu'il y a une évolution. Tu sais, on l'a vu dans plusieurs entrevues qu'on a pu faire là, dans les derniers mois, ou j'ai fait dans les derniers mois sur le sujet. Puis, dernièrement, ça a ressorti beaucoup parce que Shopify ont décidé d'enlever le titre ou le mot ou le UX des titres des employés à l'interne qui pouvaient être designer UX. Ils en ont beaucoup. Là. Ils en ont vraiment beaucoup chez Shopify parce qu'ils y croient. Mais ils y croient, puis tu vois, c'est un peu ça. Puis c'est une discussion cette semaine que j'ai avec Cynthia Savard-Saucier, qui est la VP UX chez Shopify. C'est une autre personne qu'on a interviewée souvent dans les dernières années. Puis, on en vient un petit peu à la conclusion que c'est quand même bien intégré chez Shopify. Le UX, comme chez Intact Assurance, c'est très intégré dans le processus. On y croit. Mais c'est ça. Dans l'évolution du métier, on le voit que c'est de plus en plus intégré. Le HEC l'intègre de plus en plus. C'est le mot UX qui est intégré. Puis tu peux être quelqu'un marketing UX. C'est plus nécessairement design UX qui est associé l'un avec l'autre. Donc, il y a une évolution du métier. Il y a une évolution de la méthodologie UX que, historiquement, en tant que designer, on s'est arrogé. On s'est dit, garde, c'est pratique parce qu'on a un problème de crédibilité face aux gens qui font du numérique. Donc, on va dire qu'on a une méthodologie pour aider à se faire comprendre et à faire comprendre que l'ergonomie est importante. D'ailleurs, ça vient de l'ergonomie en général, là, ça vient de l'ergonomie cognitive dans le temps, depuis la Deuxième Guerre mondiale et avant. Donc, on s'est arrogé cette partie-là pour se dire, regarde, c'est comme ça qu'on s'intègre dans le processus numérique. Mais maintenant, c'est beaucoup de gens, beaucoup plus que juste des designers qui se sont pris dans cette méthodologie-là, qui l'ont utilisée. Et donc, on peut se dire, ben, c'est la grande question qui s'en vient. Est-ce que c'est quelque chose qui va survivre? Est-ce que le mot UX va survivre? Comme l'a dit Cynthia dans l'entrevue, c'est peut-être design, en fait, sur lequel il faut se concentrer. Puis c'est peut-être celui-là qui fait vraiment une grosse différence dans le numérique, là. Mais je remarque tout de même que ton invité porte encore le titre de UX dans son VP. Oui, c'est vrai. C'est une question de temps. Je ne l'ai pas posé la question. C'est une très, très bonne question. C'est encore une VP UX. Est-ce que ça veut dire qu'elle va être VP Design bientôt? Je ne sais pas. C'est une super bonne question. Prochaine entrevue. Je pense que tu devrais garder cette question-là pour la prochaine entrevue. Absolument. Ça bouge. Non, mais c'est sérieux parce que ça bouge tellement chez eux. Ils sont toujours à amener des nouvelles fonctionnalités. Hein. Oui, tu te souviens, il y a quelques années, elle me l'avait dit d'ailleurs que Shopify n'est pas une entreprise de design, c'est pas une agence, c'est du code, c'est du commerce électronique, mais ce qui les a amenés à cette valeur boursière dans les milliards, c'est quand même le fait qu'ils ont écouté et su intégrer les méthodologies de savoir écouter leurs utilisateurs autant du côté commerçant que du côté des gens qui achètent. Ils sont extrêmement connectés avec ça et c'est pas vraiment toujours le cas dans les produits numériques au Québec ou au Canada. On sait pas tant écouter nos utilisateurs. Puis ça fait des fois des choses qui sont un peu moins souhaitables justement pour ces gens-là. Eux savent le faire. Puis oui, on va sûrement se reparler parce qu'ils sont en ce moment même, ils sont dans le vibe coding, ils sont dans le prototypage très, très rapide grâce à l'intelligence artificielle et elle m'en parle aussi dans l'entrevue. Donc, on arrive là et ils sont encore en train d'innover puis de forcer tout le monde dans le design UX à vibe coder littéralement, là. Oui, puis on rappelle quand même que pour contextualiser tout ça, Shopify, ça demeure quand même la solution encore aujourd'hui, depuis des années, au niveau des entreprises qui veulent se lancer dans le commerce en ligne. Ouais. Et pourtant, il y en a eu beaucoup d'autres, mais c'est quand même eux qui ressortent du lot parce que je pense qu'ils ont su intégrer ces deux choses-là, effectivement. Ouais. Ben, l'écoute, ça revient à ça, hein? C'est l'écoute du client, l'écoute de l'humain, des besoins. Ouais, tout à fait. D'être agile comme ils sont. Je rappelle, avant qu'on passe à ton entrevue, que ce n'est pas une entrevue payée, c'est pas du placement publicitaire. Non. C'est vraiment ce qu'on pense de Shopify. Non, mais on va le dire en passant, s'il y a des gens qui se posent des questions. Alors, Jean-François, on va écouter cette entrevue-là avec ta VP pour le moment UX. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Merci, Bruno. Bye. Bonjour, Cynthia. Alors, aujourd'hui, je viens te poser des questions sur le pourquoi le mot UX a disparu de tous les titres chez Shopify. Qu'est-ce qui s'est passé? D'où ça vient, D'où ça vient? Bonjour Jean-François, merci de m'inviter encore. En fait, c'est que tu m'as contacté quand on a annoncé avec notre nouveau Chief Design Officer,
chef du design chez Shopify, qu'on changeait les titres et puis qu'on n'allait plus appeler les gens UX chez Shopify, mais on allait appeler la discipline design complètement et que ça allait englober tous les designers chez Shopify. Et puis, ça a fait beaucoup de bruit en ligne. Il y a des gens qui sont d'accord, des gens qui sont pas d'accord. Et puis moi, en fait, je crois que je suis d'accord au final. T'étais pas sûre? Ben, en fait, c'est comme tout, hein? Il y a des positifs et des négatifs. Mais ce qu'on a réalisé, puis j'en suis venue à la même conclusion, tu sais, quand j'ai joint, moi, l'industrie en 2010, on s'appelait des ergonomes cognitifs. Il n'y avait pas de formation UX, ça n'existait pas, les formations UX dans aucune université. Il y avait quelques formations en ligne, là, des vidéos des agences qui offraient des vidéos, des trucs comme ça. Alors, il n'y avait pas encore nécessairement une communauté forte derrière ça. Et là, on s'est dit, c'est pas de l'ergonomie cognitive, c'est du UX. Appelons ça du UX. Donc, en fait, même là, je me souviens, quand on parlait d'ergonomie cognitive, c'est comme si ça faisait vraiment, là, dans le bon vieux temps, là, ça faisait dépasser un peu. Puis on s'était dit, bien, ça a vraiment changé, les outils ont changé, ce que la profession fait a changé, donc allons de l'avant avec le nouveau titre. Et là, bien, le UX, hein, on s'en est rendu compte, c'est devenu très populaire tout à coup. Il y a eu un espèce de gros boom de profession, beaucoup de nouvelles personnes qui ont joint la profession, pour le meilleur à 98 %. Hein. J'étais très contente de voir la profession qui se professionnalisait, qui devenait de plus en plus réelle, reconnue. Mais il y avait une promesse aussi avec ça. Est-ce que c'est pas une promesse qui n'a pas été répondue non plus? C'est quoi la promesse à laquelle tu fais référence? La promesse qu'un designer allait être connecté sur ses utilisateurs, mais comme tu dis, il n'y avait toujours pas de formation. Puis les formations sont arrivées plusieurs années plus tard. Donc, est-ce que les gens étaient vraiment, comme toi ou Christelle Black, formés à l'ergonomie en design industriel? Bien, en fait, non. C'est ça qui a été un des problèmes, en fait, parce que le UX, c'est tout et n'importe quoi en même temps. Hein. C'est facile de dire « je fais du UX et ne rien faire ». Et ça ne veut pas dire que tu fais du bon UX, puis ça ne veut pas dire que parce que tu fais tous les processus, tu fais du bon UX non plus. Donc, ce qu'on a vu, en fait, et surtout avec le temps que ça prend dans les universités de mettre en place des vraies formations de qualité et crédibles, c'est qu'il y a eu beaucoup de workshops, pas des workshops, mais des formations de 6 semaines, là, des camps là, de formation. Des bootcamps. Des bootcamps, merci, je cherchais le terme. Et là, les gens faisaient 6 semaines et tout à coup étaient rendus des professionnels du UX. Ouais. Mais ça, on en a vu beaucoup parce que la réalité, c'est qu'en UX, ça prend pas ça se teste pas vraiment là, tes capacités d'être designer UX ou pas. C'est pas quelque chose qui est écrit dans ton front. T'as pas un certificat qui dit que je le suis. C'est pas quelque chose qui est validé d'aucune façon. Donc, c'est quand même assez facile de faire un bootcamp puis de ressortir de tout ça puis de dire, ben voilà, je suis professionnelle et je charge le même montant que les autres et je représente la formation, la discipline de la même façon que les autres. Puis là, je veux pas dire c'est pas bien les bootcamps. Ça peut être une belle porte d'entrée. Puis ça, c'est important, c'est parfait. Si quelqu'un a fait un bootcamp, ça lui a fait découvrir la profession et après s'est mis dans un processus réel d'apprentissage, il n'y a pas de problème. Mais en vrai, c'est qu'il y a eu beaucoup de gens aussi qui se sont juste lancés comme professionnels de la discipline après 6 semaines ou même pas. Hein? Et ce que, selon moi, là, on a vraiment vu un peu une dilution de la qualité des UXers. L'autre chose aussi qu'on a vu, c'est que, tu sais, les outils, ça évolue. Hein? Quand j'ai commencé, on faisait que du wireframe. Que du wireframe statique. On ne pouvait pas faire de wireframe interactif, ça n'existait pas. Et là, on s'est mis à faire des wireframes interactifs. Et là, si on le faisait pas, ben mon Dieu, que ça avait l'air, justement, là, le bon vieux temps, là, peux-tu croire qu'on faisait pas ça? Et là, éventuellement, ben, il y a des nouveaux outils qui sont apparus sur le marché, Sketch, Figma, qui étaient beaucoup plus accessibles aussi aux non-designers graphiques de formation. Hein. Et ce que ça l'a permis, en fait, c'est que le designer UX a pu acquérir d'autres parties de la profession. Donc là, on a des designers UX qui maintenant peuvent faire du design graphique. Et ça, c'est très bien. C'est de s'assurer de la qualité de l'expérience de A à Z et je suis entièrement pour ça. Et là, on a des nouveaux outils encore, que c'est plus juste le design graphique, c'est aussi le prototypage. Ouais. Et là, les attentes pour le designer UX, ce que j'appelais designer UX auparavant, mais les attentes ont aussi augmenté. Puis ça, c'est pas nécessairement mauvais. Tu sais, c'est dur à admettre, mais c'est une bonne chose aussi que la profession évolue puis
qu'on s'attende à plus de nous. C'est correct. Ouais. Nous, à l'interne, là, en ce moment, c'est beaucoup d'exploration. Là. Tout le monde essaie de trouver ça va être quoi. On appelle ça le groupe vibe coding. Mais même de dire vibe coding... Il y a un groupe vibe coding, littéralement. Ah oui. Ben oui. Non, mais là, maintenant, les attentes sont que d'ici un an, tout le monde, chez Shopify, tous les designers devraient être capables de faire leur propre prototype au complet. Ah oui? Oui. Et même... Puis même moi, j'avais une légère résistance au début par rapport à ça et c'est normal. C'est comme, moi, je ne le fais pas. J'ai des idées, j'ai quand même certaines techniques, mais je le faisais pas. Puis à un moment donné, c'est comme, pourquoi j'arrête pas de dire non au lieu de prendre littéralement là, une semaine puis l'apprendre? C'est pas de prendre là, des années pour se perfectionner. Prends une semaine, fais-toi un setup, utilise 2-3 outils et tu vas déjà être rendu à l'avant de la discipline. Ouais. Et puis un coup que tu l'as essayé, t'es comme, finalement, je comprends, c'est pas si dur que ça. Allons-y, puis essayons-le, puis allons de l'avant avec ça. Fait que c'est un peu ça le message du changement de titre de la discipline, c'est pas... Et l'intégration de l'AI, parce que c'est ça qui nous pousse en ce moment tous dans nos retranchements un peu. Et ceux qui se questionnent pas, ils devraient faire attention parce que ça nous pousse en recherche, ça pousse derrière les designers, ça pousse peut-être, ça les force à aller devant parce que le vibe coding dépend beaucoup justement de l'AI. Là. Absolument, puis c'est important de l'embrasser. C'est important d'être curieux. Ouais. Parce que l'AI, là, ça fait pas tellement longtemps. Ça fait quand même longtemps qu'on en parle. Là. Surtout à Montréal, on est une plaque tournante de l'AI depuis longtemps avec Yoshua Bengio, avec Google Brain qui était à Montréal. On a été une plaque tournante de l'AI, Element AI, merci. On est juste à côté, on les salue. Ils ont vraiment joué des rôles importants. Mais l'AI accessible à monsieur, madame, tout le monde, c'est quand même assez récent. Ça fait moins de 2 ans, moins de 3 ans. Mais si tu manques le bateau aujourd'hui, là, dans 1 an, là, de ne pas savoir c'est quoi ChatGPT, tu vas être vraiment... On va te donner une petite pause. Parce qu'on... Je vais reprendre. Donc, il y a... Tu sais, l'AI, ça fait longtemps que ça existe, comme je disais, mais l'AI accessible aux consommateurs réguliers, comme toi et moi, sur notre téléphone en tout temps, ça fait pas très longtemps que ça existe. Ça fait un peu moins de 3 ans, mais c'est encore assez récent pour dire que les gens peuvent se positionner. Mais si tu laisses passer le bateau, puis après ça, tu fermes les yeux, puis tu dis « le monde s'est rendu tellement loin, je suis rendu retardé, je suis dépassé », c'est là que ça devient problématique. Puis je pense que la discipline, là, le UX, aujourd'hui, a l'opportunité de se positionner là, comme les gens qui font avancer la discipline plutôt que les gens qui sont réfractaires à le faire puis dire, moi, je vais rester sur mes gardes. Non, d'autres gens le feront, mais pas moi. Notre truc, c'est suffisant, puis vendons notre truc sans les avantages que la technologie procure. Et c'est plus grave que ceux qui s'entêtent encore à utiliser des vieux logiciels. Là on passe à quelque chose qui change la profession même. Oui. C'est plus même un livrable que je peux pas livrer en Figma, je le livre encore à Axure. Non, c'est quelque chose qui fait que je le livre encore plus loin dans la chaîne de production et je m'assure de l'expérience utilisateur en vibe coding, par exemple. Oui, exactement. Puis c'est toutes des choses qui étaient imperméables à notre connaissance, à notre apprentissage. On n'avait pas accès à ces outils-là. Et là, tout à coup, on y a accès pour pratiquement rien. En dialoguant, littéralement aussi. On le dit de façon très ouverte, là, le prochain langage de programmation, c'est l'anglais. Et en fait, avec c'est le langage parlé. C'est le langage parlé avec l'AI. C'est même pas l'anglais. Le français fonctionne aussi bien. C'est même plus une limite langagière. Donc, mais il faut être clair dans ses intentions, il faut être clair dans la façon dont elle s'exprime. Il y a une façon de parler à l'AI. Mais l'AI va t'aider à l'apprendre aussi. C'est ça aussi. Oui. C'est même si on ne s'exprime pas bien, puis tu peux le dire à l'AI, « Hey, c'est la première fois que je t'utilise, aide-moi à te parler de façon à ce que je t'aide à avoir des bons résultats. » Et puis, au lieu de te poser des grandes questions en développement, il va te poser des questions avec des 1, 2, 3, 4, 5, puis tu réponds aux questions. Donc, tu sais, même encore ça, c'est extrêmement accessible et ça bouge très vite. Donc, c'est un peu le message, c'est de dire, embarque sur le bateau, ça bouge vite, fais juste embarquer dessus, c'est gratuit, là, mets-toi le pied dessus, laisse-toi, c'est créatif, c'est le fun aussi, c'est vraiment plaisant, là. On génère des trucs, on se dit, ça n'a pas de sens, c'est donc bien cool. Ah ouais. Je fais un jeu à mon fils pour qu'il puisse apprendre son vocabulaire, puis le jeu, parce que j'ai dit une fois que mon fils aimait Minecraft, il est entièrement en thème Minecraft, je rentre les mots, il y a de la validation, ça dit les mots à voix haute, puis je me dis, voyons, tout ça, ça aurait été le travail d'une équipe pendant 1 mois. Puis je viens de faire ça un après-midi sur Replit avec 2-3 réponses. Tu sais, il y a quelque chose de fascinant puis de magique. Là. C'est comme...
sais, quand tu découvres quelque chose qui fonctionne, puis là, c'est donc ben le fun, là, c'est comme des nouveaux crayons qui vont bien, puis là, t'as envie d'essayer toutes les couleurs, là. Ouais, c'est un peu ça, puis... Ouais. Pour ceux qui acceptent de le faire. Pour ceux qui acceptent de le faire. Ben, tu peux aussi fermer la belle boîte de crayons de couleur, puis continuer avec ton crayon mine parce que tu l'aimes beaucoup, puis devenir le meilleur dessinateur. T'as intérêt à le devenir, oui. Exact. Ben, c'est ça. En fait, c'est ce que je dis aux gens. Tu peux décider de juste utiliser les crayons en mine. Tu peux vraiment le faire, il n'y a pas de problème. Puis il y a des artistes qui sont excellents à le faire, mais il faut qu'ils deviennent très, 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 très bons crayons en mine. Ouais. Moi, c'est un peu ma demande à la discipline, là, à la communauté UX de Montréal que j'aime et qui a investi en moi et j'ai investi en cette discipline beaucoup. Je veux que cette communauté-là soit pas effrayée de ce changement-là, mais voit plutôt la partie bien de ça. Puis après, là, il peut y avoir des polémiques sur n'importe quoi. Ça peut faire, on peut faire du vent avec beaucoup, on peut faire du bruit avec beaucoup de changements. Mais moi, dans le fond, je veux juste utiliser ce moment-là pour dire ce que ça veut dire. Bien, nos outils nous permettent de faire des beaux designs aussi. Ajoutons-le à ce qu'on est capable de livrer parce qu'on est des gens intelligents, on est des gens créatifs, on est capable de le faire. Puis la partie qu'on n'avait pas avant, maintenant, elle nous est accessible. Incluons-la. Je pense que c'est un peu pour ça que ça a choqué certaines personnes quand je l'ai posté sur LinkedIn dernièrement. Les gens se sont dit, mais le combat, il n'est pas gagné encore. Pourquoi on enlèverait le mot UX alors qu'on n'a même pas encore réussi à le faire comprendre? Moi, ce que j'invite les gens, le design est vendu en entreprise. Puis j'entends là, l'argument, les gens ne comprennent même pas le UX, puis là, on appelle ça d'autres façons. Est-ce qu'on n'est pas en train de se tirer un peu dans le pied? Bien, pourquoi pas appeler ça du design de base? Si les compagnies sont prêtes à payer pour le design, puis que nous, on arrive en tant que designer et on en fait plus encore, et on parle de l'utilisateur, et on s'assure que c'est pas juste des belles images, pourquoi pas? Tu sais, ça nous donne... C'est un cheval de Troie, là. On a accès directement à se positionner de cette façon-là. On le rapatrie à l'intérieur du mot design, Exactement. en fait, au lieu de dire c'est design et UX, que, comme je disais tantôt, UX a été aussi pris par la recherche, pris par le writing, pris par d'autres professions, sans design. Donc là, si on dit on enlève le mot UX, bien, c'est qu'on assume qu'on a intégré l'aspect humain dedans et qu'on le garde. Mais c'est pas de l'enlever, c'est comme tu le dis, c'est de l'absorber. Là. C'est pas un... Il n'y a rien là-dedans qui est de dire c'est pas bien ce qui a été fait en UX auparavant. Au contraire, c'est de dire non, maintenant, ça fait partie de l'ensemble du processus de design. Et j'irais même jusqu'à dire que les écoles de design, les écoles universitaires, tous les programmes universitaires de design, maintenant, ils ont tous au moins un cours de UX. Je dis pas que c'est assez poussé, là, mais tu sais, ils l'intègrent tous maintenant un peu. Là. Tu finis pas comme designer graphique en n'ayant jamais entendu parler du UX. Là. C'est plus la vérité. C'est plus le cas maintenant. Là. C'est tous les programmes universitaires de ce nom, là, ils ont tous au moins un cours de UX. J'avais un cours de UX en design industriel. Donc en fait, c'est un peu... c'est mon cri de ralliement à l'ensemble de la communauté UX. Ça, c'est de dire oui à l'avenir. C'est ma plateforme électorale, on dirait. Hein? Oui à l'avenir, mais aussi, tu sais, écoute, là, si ça marche pas de vendre le UX, peut-être qu'on peut juste arrêter. C'est pas grave. Vendons le design, ça se vend bien mieux. C'est bien plus sexy. T'as un meilleur pitch, puis en plus, ça inclut toutes les bonnes choses. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Sur ce bon mot de la fin, Cynthia, merci beaucoup pour cette belle entrevue. Ça fait plaisir, merci. Eh bien voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. J'espère que vous avez apprécié. Un grand merci à nos invités et merci aussi à mes collègues. Je pense à Carl-Édouine Michel, Stéphane Berthomet, Stéphane Ricoul et Jean-François Poulain pour leur présence cette semaine. Et puis merci à vous d'avoir été là jusqu'à la toute fin. Toujours un plaisir de passer ce bout de journée avec vous. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle édition de Mon Carnet ou sinon, je vous retrouve dès lundi si vous avez pris la bonne habitude d'écouter 120 secondes de tech. Portez-vous bien, à très bientôt.